Entre 1800 et 1850, environ 20 000 mountain men s'aventurèrent dans la nature sauvage américaine encore inexplorée, affrontant des hivers brutaux, la famine et des rencontres mortelles, armés seulement d'une hache, d'un fusil et d'une détermination brute. Ces hommes ont conquis les paysages les plus rudes du continent grâce à des compétences que la société moderne a presque totalement oubliées. Avec leurs mains nues et des outils simples, ils ont transformé des forêts en abris capables de durer des générations. Voici ce que cela signifiait réellement de construire une cabane à partir de rien, au cœur d'une nature indomptée. Et, petite chose rapide avant de commencer. Si vous écoutez réellement ces histoires régulièrement, mettez un like ou abonnez-vous. Je me demande toujours d'où vous venez. Alors, commentez votre ville et l'heure qu'il est chez vous. C'est étrange de penser que certains d'entre vous prennent le petit déjeuner à Londres pendant que j'enregistre ceci de nuit, ici aux États-Unis. Ce soir, nous repartons donc vers la frontière des années 1830. Mais attendez, installez-vous confortablement d'abord. Je suis sérieux. Ajustez vos oreillers. Attrapez cette couverture. Celle-ci mérite qu'on s'y installe. Vos yeux s'ouvrent en papillonnant sur l'obscurité. Pas l'obscurité confortable de votre chambre avec les lumières de la rue filtrant à travers les stores. C'est une obscurité totale et absolue, le genre qui vous engloutit entièrement. C'est un matin glacial d'octobre 1834, quelque part dans ce qui deviendra un jour le Montana. Pour l'instant, ce n'est que la nature sauvage, une vaste étendue de montagnes et de forêts où la seule loi est la survie. Le sol sous vous est une terre battue, durcie par le gel de la nuit. Tout votre corps vous fait mal d'y avoir dormi. Au lieu d'un matelas confortable, vous êtes allongé sur un lit de branches de pin qui amortit à peine le froid de la terre. Votre couverture de laine est rigide de givre et votre souffle forme des nuages dans l'air avant l'aube. Le feu que vous avez allumé la veille n'est plus qu'un tas de braise. Vos mains brûlent de nouvelles ampoules lorsque vous vous redressez. La tempête qui couve depuis des jours se rapproche. Des nuages sombres planent au-dessus des sommets lointains et le vent transporte l'odeur vive de la neige. Vous êtes dans ces montagnes depuis assez longtemps pour en lire les signes. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est le genre qui tue les hommes mal préparés. Vous avez deux choix, construire un abri aujourd'hui ou mourir de froid d'ici une semaine. Ce que la plupart des gens ignorent, je l'ai appris dans un vieux journal trouvé dans les archives d'une société historique. Un mountain man n'avait peut-être que 12 heures pour monter une cabane rudimentaire une fois qu'il comprenait que l'hiver arrivait. 12 heures entre la vie et la mort. Le journal appartenait à un trappeur nommé Jeremiah Winters, qui parcourait ces montagnes dans les années 1830. Il décrivait comment il avait un jour construit une cabane avec rien d'autre qu'une hache assez tranchante pour couper l'os, des mains dures comme du cuir et la certitude que l'échec signifiait la mort. Son récit est fascinant, car il montre à quel point ces hommes étaient compétents. Il ne s'agissait pas simplement d'empiler des rondins. Vous vous étirez le dos, sentant le travail de la veille dans chaque muscle. Vous avez passé 3 jours à chercher l'emplacement parfait, hier, vous l'avez enfin trouvé. Une petite clairière sur une pente douce orientée au sud, près d'une source qui ne gèlera pas même au cœur de l'hiver. Au nord, une barrière naturelle de pins dense coupe le vent. Et depuis cette hauteur, vous pouvez voir quiconque approche à des kilomètres. Ces choix n'étaient pas faits au hasard. Chaque décision compte quand votre vie en dépend. Laissez-moi vous peindre le tableau de ce qui vous entoure. Des pins gigantesques vous encerclent, leurs troncs épais de près d'1 mètre, s'élevant à plus de 30 mètres vers le ciel. Le sol forestier est un enchevêtrement de troncs tombés, de rochers et de broussailles. Pour un œil non averti, ce n'est que la nature sauvage. Mais pour un mountain man, tout est matière première. Tout ce dont vous avez besoin pour survivre est ici, si vous savez comment l'utiliser. Vous attrapez votre sac à possible, une pochette en cuir contenant vos objets essentiels, silex et acier, couteau, pierre à aiguiser, quelques bandes de viande séchée et une petite bourse de sel. Votre fusil est appuyé contre un arbre à proximité, et votre hache, un outil fabriqué à la main avec une tête forgée à Saint-Louis, est plantée dans une souche là où vous l'avez laissée la veille. J'en ai réellement tenu une de ces haches d'époque dans un musée du Wyoming. Le conservateur m'a expliqué que ce n'était pas de simples outils. Ils valaient littéralement la vie d'un homme ici. Un mountain man dormait avec sa hache plutôt que de risquer de se la faire voler. La première lumière de l'aube pénètre à peine la canopée de la forêt tandis que vous ravivez les braises du feu de la veille et ajoutez de l'amadou, de l'écorce de cèdre effilochée que vous avez gardée au sec dans votre sac.
Vous soufflez doucement, encourageant les étincelles à reprendre vie. La petite flamme prend, et bientôt vous avez assez de feu pour réchauffer vos mains et cuire un maigre petit déjeuner de viande séchée et du dernier reste de farine de maïs mélangée à de l'eau. Vous savez ce qui est fou pour ces hommes? Ce n'était pas du camping. C'était un mardi ordinaire. Ils vivaient ainsi pendant des années, complètement seuls dans la nature sauvage. Pouvez-vous imaginer passer des mois sans voir un autre être humain? Moi, je deviens anxieux quand le Wi-Fi tombe en panne pendant 1 heure. Le petit déjeuner terminé, vous saisissez votre hache et vous vous dirigez vers le bord de la clairière. Aujourd'hui, c'est le jour décisif. Vous avez déjà marqué plusieurs pins droits, parfaits pour les rondins de la cabane. Leur grain droit et leur résistance à la pourriture en font un matériau idéal. Première règle de la construction d'une cabane, disait un vieux mountain man à un journaliste en 1872, choisis tes arbres comme tu choisirais une épouse. Droit, solide et capable de résister aux tempêtes. Vous approchez le premier arbre, d'environ 35 cm de diamètre et presque 30 mètres de haut. Prenant une profonde inspiration, vous abattez votre hache, ressentant la morsure satisfaisante de la lame qui s'enfonce dans l'écorce. Des copeaux de bois volent tandis que vous entamez une entaille du côté où vous voulez que l'arbre tombe. Vos bras brûlent déjà sous l'effort, mais vous continuez. Il n'y a pas de repos quand l'hiver approche. Chaque coup de hache est délibéré, calculé. Vous ne faites pas que couper. Vous engagez une conversation avec l'arbre, vous lisez son inclinaison, son équilibre, vous comprenez comment il va tomber. Attendez, stoppez un instant. Imaginez ceci. Vous êtes seul dans cette immensité sauvage. Si cet arbre tombe mal, s'il se redresse brusquement ou ne tombe pas là où vous l'aviez prévu, il n'y a personne pour vous dégager. Pas d'ambulance à appeler, pas d'hôpital à 1000 km à la ronde. Une seule erreur, et vous devenez une victime anonyme de la frontière. J'ai parlé avec un expert en survie en milieu sauvage, spécialisé dans les techniques historiques, et il m'a confié quelque chose de fascinant. Ces hommes avaient développé un 6e sens pour les arbres. Ils savaient lire les signes subtils indiquant comment un arbre allait tomber, la façon dont les branches répartissaient le poids, la torsion du grain, même l'influence du vent. Ce n'était pas seulement de la force. C'était une connaissance intime des matériaux avec lesquels ils travaillaient. L'entaille atteint presque un tiers du tronc. Vous passez maintenant de l'autre côté et faites une coupe légèrement plus haute. Cette technique, apprise des tribus autochtones et perfectionnée par des générations de bûcherons, garantit que l'arbre tombe exactement là où vous le voulez. Avec une série de coups finaux et puissants, vous l'entendez. Ce craquement inconfondable qui annonce que l'arbre commence à céder. Vous reculez rapidement, les yeux fixés sur la cime du pin qui oscille, hésite, puis se rend à la gravité. Le fracas résonne dans la forêt tandis qu'un pin de 30 mètres s'écrase au sol, faisant s'envoler les oiseaux des arbres voisins. L'impact fait trembler la terre sous vos pieds et l'odeur du pain fraîchement coupé envahit l'air. 1 de moins. Il vous en faudra au moins 20 de plus avant la fin de la journée. Votre corps hurle pour du repos, mais les nuages à l'horizon s'assombrissent. Vous pouvez presque sentir la neige dans l'air. Peut-être 12 heures avant que la tempête n'arrive, si vous avez de la chance. Et voici un détail que la plupart des livres d'histoire omettent, les mountain men n'avaient pas seulement besoin d'un abri pour eux-mêmes. Vos chevaux, attachés non loin, broutent nerveusement tandis que le vent se lève. Perdre son cheval à cause du froid, c'était comme creuser sa propre tombe. Sans cheval, pas de mobilité, aucun moyen de transporter les pièges ou les fourrures, dans bien des cas, aucun moyen de fuir des tribus hostiles ou des prédateurs. Un trappeur avisé, disait un témoignage des années 1840, construit l'abri de son cheval avant le sien. Un trappeur mort a encore son cheval. Un trappeur vivant sans cheval devient vite un trappeur mort. Il faut maintenant ébrancher l'arbre abattu, couper toutes les branches pour ne laisser qu'un tronc propre. Votre hache mord dans les petites branches, tandis que les plus grosses exigent des coupes prudentes pour éviter de coincer la lame. Chaque geste doit être précis. L'énergie gaspillée signifie la mort quand vous brûlez des milliers de calories par jour juste pour survivre. Le soleil monte plus haut, mais la chaleur est de courte durée. Le vent forcit, apportant les premiers flocons de neige. Vous travaillez plus vite, dépouillant l'arbre jusqu'au tronc nu, puis passant au pas marqué suivant. À midi, vos mains sont en feu. Le sang suinte des nouvelles ampoules, rendant le manche de la hache glissant et encore plus douloureux à tenir. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous ne pouvez pas. 3 arbres sont maintenant à terre, leurs troncs massifs alignés dans la clairière.
Dans mes recherches, j'ai trouvé le récit d'un mountain man nommé James Clement qui écrivait « Mes mains saignaient tellement à cause de la hache que les entailles de mes rondins se remplissaient de sang. À la tombée de la nuit, je ne sentais plus mes doigts, mais je continuais à frapper. L'alternative était une tombe peu profonde au printemps. » Votre estomac gargouille, vous rappelant que vous n'avez rien mangé depuis l'aube. Vous vous arrêtez juste assez longtemps pour mâcher un morceau de viande séchée et boire à la source voisine. L'eau est si froide qu'elle vous fait mal aux dents, mais elle vous rafraîchit assez pour continuer. L'arbre suivant est plus épais, presque 60 cm de diamètre. Vous en faites le tour, cherchant la meilleure approche, puis vous commencez à couper. Vos muscles ont trouvé leur rythme maintenant, malgré la douleur, chaque coup tombe avec une précision maîtrisée. Mais à mi-chemin, le désastre frappe. La tête de la hache, desserrée par des milliers d'impacts, s'envole soudain du manche et atterrit à quelques mètres dans les broussailles. Et merde, marmonnez-vous en fixant le manche inutile dans votre main. C'est un de ces moments où les gens modernes n'ont aucune idée de ce que sont de vrais ennuis. Aujourd'hui, on irait chez Home Depot. Ici, ça peut littéralement signifier la mort. Votre cœur s'emballe tandis que vous fouillez les sous-bois. Perdre votre hache maintenant serait catastrophique. Vous vous mettez à genoux, écartant frénétiquement feuilles et brindilles jusqu'à ce que la tête métallique brille faiblement dans la lumière filtrée. Le soulagement vous envahit, mais il est de courte durée. Il faut maintenant la refixer, et vite. De votre sac à possible, vous sortez un petit rouleau de cuir brut que vous économisiez. Vous le trempez dans l'eau de votre gourde pour l'assouplir, puis vous vous mettez au travail. D'abord, vous reformez soigneusement le haut du manche là où il s'insère dans la tête de la hache. Puis vous assemblez le tout, en enroulant fermement le cuir brut humide autour de la jonction. En séchant, le cuir va se rétracter et créer une liaison presque aussi solide que le fer. Pendant que cela prend, vous utilisez votre couteau pour continuer à ébrancher les arbres tombés. C'est plus lent, plus pénible, mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une seconde. J'ai interviewé un reconstituteur historique spécialisé dans les compétences des mountain men. Il m'a dit, ces hommes n'étaient pas seulement des survivants. C'étaient des résolveurs de problèmes de tout premier ordre. Ils devaient être ingénieurs, architectes, médecins, chasseurs, météorologues et guerriers à la fois, avec peut-être 10 outils au total. Après 1 heure, le cuir brut a suffisamment séché pour que vous puissiez reprendre prudemment le travail. La tête de la hache tient pour l'instant, mais vous devrez la vérifier souvent. Chaque coup est hésitant au début, puis vous retrouvez votre cadence. La journée avance, 4 arbres à terre, puis 5, puis 6. Votre ombre s'allonge dans la clairière tandis que le soleil commence à descendre derrière les montagnes. La température chute rapidement et les flocons deviennent plus gros, plus fréquents. Votre corps est à bout. Chaque muscle réclame du repos. Le sang a traversé vos gants en peau de daim et votre vision se brouille sous l'effet de l'épuisement. Mais l'abri primitif de branches de pin qui vous a protégé la nuit dernière ne vous sauvera pas de ce qui arrive. Vous levez les yeux vers le ciel qui s'assombrit. « Donne-moi juste jusqu'au matin », murmurez-vous, sans être sûr de savoir à qui vous parlez. Peut-être à Dieu. Peut-être simplement aux montagnes elles-mêmes. Avec cette grand pins abattu et ébranché, vous avez assez de bois pour commencer la véritable construction de la cabane. Demain, vous en couperez d'autres, mais le travail d'aujourd'hui vous a offert une chance de survie. À mesure que l'obscurité tombe, vous ravivez le feu et vous vous forcez à manger encore un peu de viande séchée, même si l'épuisement a tué votre appétit. Vous savez que vous aurez besoin de chaque calorie pour le travail de demain. Le vent gémit dans les arbres et la neige commence à tomber sérieusement. Vous vous enveloppez dans votre couverture près du feu, votre hache à portée de main. Le sommeil arrive instantanément, votre corps cédant à l'épuisement. Mais même en dormant, votre esprit travaille, planifiant la tâche du lendemain, calculant ce dont vous aurez besoin, comment vous entaillerez les rondins, dresserez les murs, construirez le toit. Car ici, même vos rêves doivent être pratiques si vous voulez survivre. Contrairement à votre lit douillet d'aujourd'hui, avec son matelas moelleux et ses couvertures chaudes, votre sommeil est léger, alerte, prêt à vous réveiller au moindre bruit suspect. Le cri du puma, le hurlement du loup, ou pire encore, le pas feutré d'un grizzly attiré par l'odeur de l'homme. C'est ici que nous ferons une pause pour ce soir. Demain, nous verrons si notre mountain man parvient à élever ses murs avant que toute la force de la tempête ne s'abatte. Mais pour l'instant,
Laissez le poids rassurant de vos couvertures vous rappeler à quel point nous sommes loin de ces jours désespérés où un abri faisait la différence entre la vie et la mort. Imaginez, en vous laissant glisser vers le sommeil, ce que cela ferait de savoir que votre survie dépend entièrement de ce que vous pouvez construire de vos propres mains avant l'arrivée de la tempête. Quelque chose ne va pas. Vos yeux s'ouvrent brusquement sur une obscurité totale. Pendant un instant, vous ne savez plus où vous êtes. Puis tout revient d'un coup, la clairière, les arbres abattus, la tempête qui approche. Le feu s'est éteint. C'est cela qui vous a réveillé. Le froid mordant s'est insinué, traversant votre couverture de laine, s'installant dans vos os. Vous vous redressez, chaque muscle hurlant de douleur. Vos mains sont si raides que vous pouvez à peine les bouger. Les ampoules sont maintenant des croûtes gelées qui se fissurent et saignent lorsque vous pliez les doigts. La neige recouvre le sol autour de vous. Pas la fine couche de la veille au soir, mais près de 8 cm solides. Elle est tombée en silence pendant votre sommeil, un linceul blanc recouvrant tout. Votre souffle reste suspendu dans l'air, un nuage de vapeur cristallisée qui se dissipe lentement dans le matin immobile. Vous regardez vers l'est. Aucun signe d'aube encore, mais vous ne pouvez pas attendre le soleil. Chaque heure de lumière est désormais précieuse. J'ai lu le récit d'un trappeur nommé William Anderson, qui décrivait un réveil dans des conditions similaires. Ma barbe avait gelé à ma couverture. En me dégageant, j'ai arraché une poignée de poils. Ma salive gelait avant de toucher le sol. Mais je savais que si je ne bougeais pas, je serais raide comme une planche au lever du soleil. Avec des doigts douloureux, vous fouillez les cendres du feu de la veille, priant pour trouver une braise vivante. Là, une faible lueur orangée, enfouie profondément sous la cendre blanche. Vous déposez délicatement votre amadou de l'écorce de cèdre gardée au sec sous votre chemise, sur la braise et soufflez doucement, régulièrement, pour la ranimer. L'étincelle attrape, un mince filet de fumée s'élève. Vous ajoutez des brindilles fines comme des crayons, puis d'autres un peu plus grosses, construisant le feu méthodiquement. Ici, le feu n'est pas qu'un réconfort. C'est la vie elle-même. À mesure que les flammes grandissent, vous vous levez et tapez des pieds, essayant de forcer le sang à revenir dans vos orteils engourdis. Chaque articulation de votre corps semble remplie de verre pilé. Mais vous êtes en vie. Et tant que vous êtes en vie, vous pouvez construire. Pendant que le feu prend de la force, vous vérifiez vos provisions. La viande séchée est presque terminée. Peut-être 2 jours si vous rationnez soigneusement. La poudre est sèche, Dieu merci, bien enveloppée dans un tissu huilé. La tête de la hache est toujours solidement fixée à son manche. De petites victoires. Vous avez même dormi avec vos bottes pour éviter qu'elles ne gèlent. Bon réflexe, car le cuir mouillé gèle plus dur que la pierre, et on ne peut pas travailler avec des pieds comme des blocs de glace. Vous engloutissez un morceau de viande séchée et buvez à votre gourde. L'eau à l'intérieur est à moitié gelée, une bouillie glacée. La forêt est étrangement silencieuse, étouffée par la neige. Vous pouvez presque entendre votre propre cœur battre. C'est ce silence qui pousse les hommes à se parler à eux-mêmes après trop de mois de solitude. D'accord, marmonnez-vous, votre voix vous paraissant étrange après des jours de silence. Faut s'y mettre. Les Mountain Men avaient un dicton, de l'aube au crépuscule, balance cette hache, ou au printemps, un ours sera sur ta tombe. Ce n'est pas de la poésie, mais le message est clair. La neige complique les choses. Il faudra la dégager des rondins tombés avant de pouvoir les travailler. Et abattre d'autres arbres signifie marcher dans la neige pour trouver les bons. Mais priorité aux priorités, il faut commencer à transformer les rondins que vous avez déjà. Hier, c'était la quantité. Abattre assez d'arbres pour avoir de quoi travailler. Aujourd'hui, c'est la précision. Transformer ces troncs en éléments d'une cabane capable de vous maintenir en vie. Avec votre couteau, vous grattez une zone de neige pour la dégager et utilisez un bâton carbonisé afin de tracer un plan grossier dans la terre. La cabane sera petite, environ 3 mètres sur 4, juste assez d'espace pour une plateforme de couchage, un foyer et un peu de place pour bouger. Plus grand, ce serait impossible à chauffer efficacement. Alors que la première lumière grise de l'aube filtre à travers les pins, vous rassemblez vos outils et vous approchez du premier rondin. Idéalement, ces troncs devraient sécher pendant des mois, mais l'hiver n'attendra pas. Il faudra travailler le bois vert et gérer le retrait plus tard. Première étape, enlever l'écorce. L'écorce retient l'humidité et attire les insectes. Elle doit disparaître. Vous prenez votre hache et commencez à dépouiller le tronc, travaillant d'une extrémité à l'autre.
L'écorce se détache en morceaux satisfaisants, révélant le bois clair et frais en dessous. J'ai essayé cela une fois dans un musée d'histoire vivante au Colorado. L'historien m'a dit, la plupart des gens ne réalisent pas que l'écorçage d'un seul rondin peut prendre des heures. Ces Mountain Men passaient des jours entiers à préparer les troncs avant même de commencer à construire. Le travail est fastidieux mais rythmé. En vous calant dans ce mouvement familier, frappez, grattez, avancez, vos muscles se réchauffent et la douleur se fond en une pulsation sourde à l'arrière-plan. Le soleil franchit enfin les montagnes à l'est, envoyant de longs rayons dorés entre les arbres. La neige scintille comme des diamants éparpillés, pendant un instant, sa beauté vous coupe le souffle. Puis une rafale de vent traverse vos vêtements en peau, vous rappelant qu'ici, la beauté n'est que la mort portant un joli masque. En milieu de matinée, vous avez écorcé 3 rondins. Votre estomac gargouille, mais vous l'ignorez. Pas le temps pour un vrai repas. Vous mâchez un autre morceau de viande séchée en travaillant, la chair coriace s'attendrissant lentement dans votre bouche. Vient maintenant la partie la plus délicate, les encoches. Les coins de la cabane seront maintenus par des entailles précisément taillées qui verrouillent les rondins entre eux. Si vous vous trompez, les murs seront instables, pleins de fentes laissant passer le vent et la neige. Vous avez vu assez de cabanes pour connaître la technique de base, l'encoche en selle. C'est la plus simple et la plus efficace pour un homme seul. Vous taillez une rainure arrondie près de l'extrémité de chaque tronc, dimensionnée pour accueillir celui qui reposera dessus. Les mesures sont cruciales. Vous reprenez les dimensions, marquez les angles avec des piquets, puis traînez le premier rondin écorcé pour le positionner comme base du mur nord. Marquer les points d'encoche demande un calcul précis. Vous posez le manche de la hache horizontalement sur le tronc pour tracer les lignes de coupe. 2 encoches, une à chaque extrémité, pour recevoir les murs et ouest. Avec votre hache, vous faites une série de coupes parallèles aux points marqués, espacées d'une dizaine de centimètres et profondes d'environ 15 cm. Puis vous enlevez le bois entre les coupes, formant une rigole grossière. Cette première encoche n'est pas belle, mais elle n'a pas besoin de l'être. Elle doit simplement maintenir solidement le rondin suivant. Le soleil monte plus haut, faisant fondre une partie de la neige. Votre dos est couvert de sueur malgré le froid, et vous vous arrêtez parfois pour boire à la source. Le travail est lent et exigeant. Chaque encoche demande au moins 20 minutes de taille attentive. Attendez un instant. Laissez-moi vous décrire la scène. Vous êtes debout dans une petite clairière entourée de pins gigantesques. Les montagnes se dressent au loin comme des géants bleutés. La neige fraîche recouvre tout, sauf le cercle autour de votre feu et les zones où vous travaillez. Votre souffle forme des nuages devant vous. Vos mains sont à vif, laissant des traces de sang sur le bois pâle. Toutes les quelques minutes, vous essuyez la sueur de vos yeux avec une manche déjà raide de transpiration gelée. Un faucon tourne au-dessus de vous, porté par les courants d'air, se demandant sans doute ce que fait cette étrange créature à 2 jambes. Les seuls sons sont la hache mordant le bois, votre respiration laborieuse, parfois, le hurlement lointain d'un loup. Voilà ce que signifie vraiment la solitude. Pas une heure sans votre téléphone. Une isolation totale de l'humanité. Il n'y a que vous, les montagnes et la certitude que si vous échouez, personne ne retrouvera jamais votre corps. À midi, vous avez positionné et entaillé les 4 rondins de base. Les fondations de votre cabane commencent à prendre forme. Un simple rectangle tracé sur la neige, mais ce n'est que le début. Il vous faut plus d'arbres. Les 7 abattus hier sont loin d'être suffisants. En regardant votre progression, vous estimez qu'il vous en faudra au moins 15 de plus pour les murs, et encore davantage pour le toit. Vous avancez péniblement dans la neige, la hache sur l'épaule, à la recherche des bons arbres. Pas n'importe lesquels ne conviennent. Il vous faut des troncs droits, avec peu d'effilement, idéalement d'environ 30 cm de diamètre, de préférence des pins pour leur grain rectiligne et leur résistance naturelle à la pourriture. J'ai parlé avec un expert forestier qui a étudié les cabanes construites par les Mountain Men, et il m'a dit que ces hommes étaient incroyablement sélectifs. Ils pouvaient observer une centaine d'arbres et identifier immédiatement les 5 qui valaient la peine d'être coupés. Ce n'étaient pas seulement des bûcherons. C'étaient des artisans qui connaissaient intimement leurs matériaux. Vous repérez un candidat parfait, un pin tordu, lodgepole pin, d'environ 35 cm à la base, droit comme une flèche, avec peu de branches sur la partie basse du tronc. Vous vérifiez les alentours pour vous assurer qu'il dispose d'un couloir de chute dégagé, puis vous commencez à couper. Votre technique s'est améliorée depuis hier.
Vous réalisez l'entaille du côté de chute plus rapidement en inclinant vos coups pour créer un coin précis. Puis vous passez à l'arrière en effectuant une coupe horizontale légèrement plus haute. L'arbre commence à craquer. Vous reculez, les yeux fixés sur la cime, à l'affût du moindre mouvement. Il y a un instant de silence absolu, puis un craquement sec. Le pin entame sa chute, accélérant, les branches fouettant l'air dans un bruit de tissu déchiré. Il tombe exactement là où vous l'aviez prévu, fracassant les petits arbres sur son passage, avant de s'immobiliser dans un choc sourd qui fait jaillir un nuage de neige. Un de plus. Beaucoup d'autres à venir. La journée s'installe dans un rythme. Abattre, ébrancher, écorcer, recommencer. Votre corps agit en pilote automatique tandis que votre esprit dérive. Vous pensez aux comptoirs de traite chaleureux le long du Missouri, avec leurs feux rugissants et leurs tonneaux de whisky. Vous pensez à Saint-Louis, à son agitation, à son bruit, aux femmes en robe de calicot. Cela ressemble à un rêve désormais. J'ai trouvé cette lettre d'un mountain man adressée à sa sœur restée à l'Est. Parfois, je me demande si les villes existent encore ou si elles ont toutes disparu comme la brume du matin. La nature sauvage a cette façon de faire paraître la civilisation comme une histoire que quelqu'un vous aurait racontée autrefois. En milieu d'après-midi, vous avez ajouté 3 arbres de plus à votre réserve. Vos mains ont dépassé le stade de la douleur pour entrer dans une sorte d'engourdissement détaché. Le sang a traversé vos gants, rendant le manche de la hache collant. Vous ne remarquez presque plus le froid, sauf lorsque le vent souffle en rafale. Le ciel s'assombrit de nouveau, pas seulement à cause du soir qui approche, mais à cause du temps qui change. La tempête se forme. Des couches épaisses de nuages lourds arrivent du nord-ouest. Vous avez peut-être encore une journée avant qu'elle ne frappe de plein fouet. Vous reportez votre attention sur le site de la cabane. Les rondins de base étant en place, il faut maintenant monter en hauteur. C'est là que les choses se compliquent. Lever les troncs seuls est un travail harassant. Pour le niveau suivant, vous construisez une rampe inclinée avec des rondins plus petits, créant une pente grossière jusqu'au sommet des troncs de base. Puis vous faites rouler laborieusement le prochain tronc le long de cette rampe, votre épaule servant de principale force motrice. Le premier manque de vous vaincre. À mi-hauteur, le tronc bouge soudainement, manquant de rouler sur vous. Vous bondissez de côté juste à temps, le regardant retomber lourdement au sol, détruisant une partie de la rampe. Vide. Grognez-vous en donnant un coup de pied dans la neige, frustré. J'ai lu le récit d'un trappeur décrivant exactement ce problème. Lever des rondins seul est une danse avec la mort. Un faux pas, et près d'une tonne de pain vous brise la colonne comme une brindille. J'ai vu un homme près de Fort Hall l'écraser à plat quand son rondin a roulé. Nous avons enterré ce qu'il en restait dans une tombe peu profonde et partagé ses affaires. Voilà la justice de la frontière. Vous reconstruisez la rampe en la rendant moins raide et vous recommencez. Cette fois, vous utilisez une corde passée autour du tronc pour mieux le contrôler pendant la montée. Les progrès sont atrocement lents, mais le rondin atteint enfin le sommet et s'emboîte dans les encoches taillées dans les troncs de base. Succès! Un mur fait désormais 2 rondins de haut. Le reste de l'après-midi passe dans un flou de sueur et d'effort. Vous parvenez à lever un autre rondin sur chaque mur avant que l'obscurité ne tombe. La température chute avec le soleil et le vent se lève, projetant des aiguilles glacées de neige contre votre visage. Vos doigts sont des griffes engourdies, vos lèvres fendillées et saignantes à cause du froid et de la déshydratation. Lorsque vous vous arrêtez enfin, vos jambes manquent de céder sous vous. La cabane prend forme. Un rectangle de rondins, 2 niveaux de haut. Les prémices de ce qui deviendra votre sanctuaire contre l'hiver à venir. Mais elle est loin d'être terminée. À votre rythme actuel, vous estimez qu'il faudra encore 3 jours de travail avant qu'elle ne soit ne serait-ce que vaguement habitable. La vraie question est de savoir si la tempête vous laissera ce temps. Vous rassemblez du bois de feu, des brassées de branches provenant des arbres abattus, et alimentez le feu jusqu'à obtenir un brasier rugissant. Cette nuit sera plus froide que la précédente et vous aurez besoin de toute la chaleur possible. Assis près du feu, vous retirez vos gants pour examiner vos mains. Elles sont dans un état lamentable, ampoule sur ampoule, certaines ouvertes et suintantes, d'autres gonflées de liquide. Vos paumes sont striées de coupures causées par l'écorce et les échardes. Vous versez un peu de cette eau si précieuse pour nettoyer le sang et la saleté, puis vous tenez vos mains près des flammes, accueillant la douleur cuisante qui signifie que la sensation revient. Vos muscles tremblent d'épuisement et la faim vous ronge le ventre.
Vous vous forcez à manger avec parcimonie, juste assez de viande séchée pour maintenir vos forces. Quand elle sera épuisée, il faudra chasser, mais ce sera un problème pour un autre jour. Lorsque l'obscurité enveloppe complètement la forêt, vous vous enroulez dans votre couverture et vous allongez près du feu. Le travail de la journée vous a laissé trop épuisé pour vous soucier du confort. Le sommeil vous emporte presque instantanément, vous tirant vers le noir. Mais même en dormant, votre esprit continue de travailler, de résoudre des problèmes, de planifier le travail du lendemain. Comment élever les murs plus haut, comment créer les pignons, comment fabriquer un toit capable de supporter le poids de la neige. Car ici, même vos rêves doivent être pratiques. Les montagnes ne se soucient pas de vos espoirs ou de vos peurs. Elles ne respectent que la préparation et la ténacité. Et tandis que vous sombrez plus profondément dans le sommeil, la neige recommence à tomber, silencieuse et régulière, recouvrant vos rondins, vos outils, toute la clairière d'un nouveau manteau blanc. Contrairement à votre lit chaud d'aujourd'hui, avec ses oreillers moelleux et sa température contrôlée, votre sommeil est agité, à moitié vigilant. Une oreille toujours tendue vers le danger. Une main jamais loin de votre fusil. Mais pour l'instant, vous avez survécu à une journée de plus. Dans la nature sauvage, c'est déjà une victoire. Le mur de rondins commence à s'élever. Un témoignage de la détermination humaine face à la force indifférente de la nature. Demain apportera de nouveaux défis. La partie la plus difficile de la construction. Mais pour l'instant, reposez-vous. Rassemblez vos forces. La cabane qui se dresse entre vous et la mort prend forme. Rondin après rondin, dans la douleur. Un bruit vous réveille. Pas le vent, pas un animal, autre chose. Vous restez parfaitement immobile, les yeux fermés, à l'écoute. Le voilà encore. Le craquement distinct de la neige sous un mocassin. Quelqu'un approche de votre camp. Votre main glisse vers votre fusil, les doigts se refermant autour du métal froid du canon. Ici, les visiteurs sont rarement amicaux. Cela pourrait être des guerriers Blackfoot qui ont tué plus d'un trappeur dans ces montagnes. Des sauteurs de concession venus voler le peu que vous possédez. Ou même un grizzly solitaire, bien qu'il devrait déjà être en tanière. Les pas s'arrêtent. Puis une voix s'élève. Rauque, mais clairement humaine. Bonjour. On arrive en ami. Vous vous redressez lentement, le fusil prêt mais pas pointé. Montrez-vous. Deux silhouettes émergent de la lisière des arbres, leur souffle formant des nuages dans l'air froid du matin. Des hommes en peau de daim, chacun avec un fusil et une hache. Des trappeurs, à en juger par leur allure. L'un est grand et maigre, avec une barbe grisonnante qui lui descend jusqu'à la poitrine. L'autre est plus petit, trapu, le visage si buriné qu'on dirait qu'il a été sculpté dans la montagne elle-même. Fitzgerald, dit le grand. Et lui, c'est Cooper. On a vu votre fumée hier soir. On s'est dit qu'on irait voir si vous étiez vivant ou mort. J'ai lu des dizaines de journaux de trappeurs, et c'était plus courant qu'on ne l'imagine. Dans l'immensité sauvage, les trappeurs se cherchaient parfois, surtout avant l'hiver, sécurité du nombre, partage des compétences, et honnêtement, juste pour entendre une autre voix humaine après des mois d'isolement. Vous baissez légèrement votre fusil, mais le gardez près de vous. La confiance est difficile à accorder en montagne. Qu'est-ce qui vous amène si haut? Cooper crache un jet de jus de tabac dans la neige. Le ruisseau à Castor, là-bas, en est plein. Mais la tempête qui arrive, c'est pas une plaisanterie. On a vu que vous construisiez. On s'est dit qu'on pourrait peut-être donner un coup de main, aller plus vite. Vous les observez attentivement. Leur équipement est usé mais bien entretenu. Aucun signe de désespoir qui pourrait les rendre dangereux. Et à vrai dire, vous auriez bien besoin d'aide. Le café est prêt si vous en voulez, dites-vous en désignant le petit feu. C'est l'accueil le plus chaleureux que vous comptez offrir. Vous savez ce qui est drôle? J'ai trouvé cette lettre dans une archive historique où un mountain man écrivait à son frère « J'ai rencontré deux gars en train de construire une cabane près du Yellowstone. On les a aidés à monter les murs en échange de café et de conversation. Aucun de nous n'a mentionné qu'on a failli se tirer dessus à l'aube. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites ici. » Fitzgerald et Cooper s'accroupissent près de votre feu, acceptant les gobelets en fer-blanc de café noir que vous leur tendez. Le liquide est amer et fort, bouilli plusieurs fois avec les mêmes grains, mais il est chaud. Ici, c'est un luxe suffisant. À mesure que l'aube se lève complètement, vous étudiez vos nouveaux compagnons.
Les deux hommes portent l'allure dure et sèche de ceux qui ont survécu à plusieurs hivers en haute montagne. Leurs peaux sont rapiécées et tachées, leur visage brûlé par le vent et marqué de rides, mais leurs yeux sont clairs et attentifs. Les yeux d'hommes qui ont appris à voir le danger avant qu'ils ne les voient. C'est un bon début que vous avez là, dit Fitzgerald en hochant la tête vers la cabane à moitié construite. Mais ces murs doivent être plus hauts avant que la tempête ne frappe vraiment. Cooper grogne en signe d'accord. On peut sûrement finir ça aujourd'hui si on s'y met tous les trois. Vous n'êtes pas un homme qui fait facilement confiance, mais la survie l'emporte sur la méfiance. Et 3 hommes peuvent accomplir en une journée ce qui vous en prendrait 3 seuls. Vous avez des outils pour tout le monde, demandez-vous. Cooper tapote la hache pendue à sa ceinture. Je ne vais nulle part sans la vieille Betsy. Fitzgerald s'étire et se lève. Alors allons-y. Le jour brûle. J'ai interrogé une experte de la coopération sur la frontière à la Wyoming Historical Society, et elle m'a expliqué que ces partenariats temporaires étaient cruciaux pour la survie. Des hommes qui, normalement, se disputaient les territoires de piégeage s'unissaient pour construire des cabanes, chasser ou repousser des menaces. Puis ils se séparaient, parfois sans même connaître leur vrai nom. Avec l'arrivée de Fitzgerald et Cooper, le travail prend un nouveau rythme. Fitzgerald, manifestement, a construit plus d'une cabane dans sa vie. Il vous montre une meilleure technique d'entaillage, ce qu'il appelle l'entaille en selle. Voyez, vous ne voulez pas couper tout droit, explique-t-il en faisant la démonstration avec sa hache. Vous voulez l'arrondir comme ça, afin que le rondin au-dessus s'y cale bien et empêche mieux le vent de passer. Sa technique crée une dépression incurvée à l'extrémité de chaque rondin, parfaitement façonnée pour accueillir le rondin croisé. C'est simple mais efficace, le genre de savoir qui ne vient que de l'expérience. Pendant ce temps, Cooper est un maître pour lever les rondins avec sa carrure trapue et puissante. Il met au point un système de levier en utilisant de plus petits rondins comme point d'appui pour soulever les lourds troncs de pin. J'ai appris ça des Français, là-bas sur le Mississippi, dit-il en grognant tandis qu'il jette tout son poids sur le levier, soulevant un rondin qui vous aurait pris des heures à mettre en place. Travail plus malin, pas plus dur. La matinée passe dans un flou d'efforts coordonnés. Des rondins qui vous auraient pris une journée entière à lever sont désormais mis en place chaque heure. Les murs montent régulièrement, 3 rondins de haut, puis 4. Tu prévois une cheminée ? Demande Fitzgerald pendant une courte pause pour boire. Muret, répondez-vous en pointant. Je pensais utiliser ces pierres du lit du ruisseau. Il hoche la tête avec approbation. Malin. On devrait laisser l'ouverture maintenant, ça t'évitera de devoir la découper plus tard. Vous étiez tellement concentré sur le fait de monter les murs que vous n'aviez pas pensé si loin. Mais il a raison. Il est bien plus facile de construire autour de l'ouverture de la cheminée que de découper des murs déjà terminés. Vous voulez entendre quelque chose d'incroyable ? Lors d'une fouille archéologique sur une cabane de trappeurs des années 1830 dans le Wyoming, ils ont découvert que la fondation de la cheminée contenait des os de bison et des bois de wapiti mêlés aux pierres. Le trappeur avait utilisé tout ce qu'il trouvait. Voilà ce qu'on appelle l'ingéniosité de la frontière. À la mi-journée, vous avez établi un rythme de travail fluide. Cooper abat et ébranche. Vous enlevez l'écorce et faites les entailles grossières, et Fitzgerald s'occupe des entailles finales et dirige la mise en place. Les murs de la cabane s'élèvent maintenant à 5 rondins, plus aucun homme. Le ciel s'est encore assombri, et le vent apporte cette odeur unmistakable de neige. De gros flocons commencent à tomber lentement, puis de plus en plus régulièrement. Elle arrive plus vite que je ne pensais, dit Cooper en jetant un regard sombre au ciel. Fitzgerald hoche la tête, grave. Il nous reste peut-être 5 heures de lumière. Il faut monter ces murs à pleine hauteur et commencer le toit, sinon tout ce travail ne servira à rien. La mention du toit apporte un nouveau défi. Vous étiez tellement concentré sur les murs que vous n'avez pas complètement planifié la structure du toit. Construire un toit à 2 pentes correctes nécessite des chevrons, des poutres et des entailles plus complexes que pour les murs. Tu as déjà construit un toit ? Demande Fitzgerald, comme s'il lisait dans vos pensées. Vous secouez la tête. Première cabane. Il crache dans la neige. Eh bien, t'as choisi un sacré moment pour apprendre, mais on va te mettre sur les rails. À mesure que l'après-midi avance, la chute de neige s'intensifie. Vous travaillez malgré tout, ignorant l'humidité et le froid. Vos mains, déjà meurtries par des jours de labeur, se remettent à saigner, mais vous ne le remarquez presque pas.
Il n'y a plus que le travail. Le prochain rondin, la prochaine entaille, la prochaine section de mur. Cooper s'arrête pour mâcher une autre chique de tabac, étudiant les murs d'un œil critique. Il va nous falloir une panne faîtière, quelque chose de solide, avec les chevrons qui en descendent. Fitzgerald désigne un pin grand et droit à la lisière de la clairière. Celui-là ferait une bonne faîtière. Il doit être plus long que la cabane. Vous vous attaquez tous les trois à l'arbre désigné, un pin massif de près de 2 pieds de diamètre à la base, Cooper et Fitzgerald travaillant en tandem sur des côtés opposés. L'arbre tombe en quelques minutes au lieu de l'heure que cela vous aurait pris seul. Maintenant, la partie délicate, dit Fitzgerald en s'essuyant le front malgré le froid. Il faut hisser ce gros salaud au sommet des murs. J'ai passé une semaine avec une équipe de reconstitution historique dans le Montana, et ils m'ont montré comment les Mountain Men résolvaient ce problème. L'expert m'a expliqué que sans Grunipouli, ils utilisaient uniquement la physique et la force musculaire. Ils créaient ce qu'on appelle un homme mort, en gros, un rondin enterré perpendiculairement à la cabane, servant de point d'ancrage pour les cordes et les leviers. C'était un travail extrêmement dangereux. Cooper observe le terrain, puis pointe un endroit à environ 20 pieds de la cabane. On creuse un trou là, on enterre un rondin à moitié comme ancrage, on utilise des cordes pour guider la faîtière pendant qu'on pousse d'en bas. C'est une solution ingénieuse, mais terriblement exigeante. Vous passez l'heure suivante à creuser dans le sol gelé pour créer le point d'ancrage, puis à installer le système de levage. Un sol plus dur qu'un cœur, grogne Cooper en voyant sa hache rebondir sur la terre gelée. Ton expérience des cœurs est vaste, à ce que je vois, réplique Fitzgerald sèchement. Cooper lui lance un regard noir, puis éclate de rire, un son rude et rouillé, comme s'il ne s'en servait pas souvent. Plus que de toi, espèce de grand maigre. Cela te rappelle quelque chose qui t'a manqué ici, seul. Le contact humain. Même ces plaisanteries grossières agissent comme un baume pour l'âme après des semaines de silence. L'ancrage en place, vous commencez le processus dangereux de levage de la panne faîtière. Cooper et Fitzgerald ont fabriqué une corde rudimentaire à partir de lanières de cuir brut, qu'ils passent autour du lourd rondin. Tu te places à l'extrémité basse, prêt à pousser vers le haut pendant qu'il contrôle la montée depuis le point d'ancrage. À 3, lance Fitzgerald. 1, 2, 3. Tu pousses de toutes tes forces, les muscles hurlant tandis que l'énorme rondin commence à bouger. Centimètre après centimètre douloureux, la panne faîtière s'élève. Ta vision se rétrécit à cette seule tâche, à cet instant précis. Rien n'existe hormis la brûlure dans tes épaules et ton dos, l'écorce rugueuse sous tes paumes, et la nécessité désespérée de continuer à pousser. Doucement, crie Cooper quand la poutre vacille légèrement. Ne la laisse pas rouler. Un rondin de cette taille, s'il roulait maintenant, écraserait quiconque se trouverait sur son passage. Cette pensée déclenche une nouvelle poussée de force dans ton corps épuisé. Enfin, après ce qui semble être des heures, la panne faîtière atteint le sommet des murs. Avec une coordination minutieuse, vous la manœuvrez tous les trois pour la placer le long de l'axe central de la cabane. Tiens là, crie Fitzgerald en escaladant les murs avec une agilité surprenante pour un homme de son âge. Il l'attache rapidement avec d'autres lanières de cuir brut, la sécurisant temporairement jusqu'à ce qu'elle puisse être correctement entaillée et fixée. Le ciel s'assombrit, à la fois à cause de la tombée du soir et de l'intensification de la tempête. La neige tombe maintenant sans discontinuer, s'accumulant sur tes épaules et ta tête pendant que vous travaillez. Faut poser les chevrons avant la nuit noire, dit Cooper, déjà en train de couper les rondins plus fins qui formeront l'ossature du toit. Tu n'as jamais travaillé aussi dur ni aussi vite de ta vie. Sous la direction de Fitzgerald, toi et Cooper coupez et positionnez les chevrons, des rondins d'environ 15 cm de diamètre qui descendent de la panne faîtière jusqu'au sommet des murs en biais, formant la structure du toit à 2 pentes. Chaque chevron doit être entaillé aux 2 extrémités, à la faîtière et en haut du mur, pour l'empêcher de glisser. C'est un travail précis, rendu plus difficile par la lumière déclinante et le mauvais temps. J'ai demandé un jour à un historien comment ces hommes travaillaient dans de telles conditions. Il m'a dit qu'ils n'avaient pas le luxe d'attendre le beau temps. Si une tempête arrivait et que tu n'avais pas d'abri, tu travaillais sous la neige, le grésil, quoi qu'il arrive. Ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas le faire ne survivaient tout simplement pas pour raconter leur histoire. Alors que l'obscurité s'installe pour de bon, la structure de base du toit est en place, la panne faîtière et les chevrons formant un solide A. Ce n'est pas terminé.
Il manque encore des traverses et un revêtement, mais c'est suffisant pour pouvoir finir demain, même sous une forte neige. Ça tiendra pour cette nuit, dit Fitzgerald en examinant votre travail avec une satisfaction évidente. Il faudra un vrai revêtement, mais ça empêchera le pire de la neige de rentrer. Cooper a déjà allumé un feu à l'intérieur de la cabane, sur le sol en terre battue. Sans cheminée adéquate pour l'instant, la fumée envahit la partie supérieure de l'espace, mais c'est toujours mieux que d'être complètement exposé aux éléments. Ça risque d'être un peu enfumé, admet-il, mais mieux que de geler sur place. Vous vous regroupez tous les trois à l'intérieur de la structure à moitié terminée, faisant circuler une flasque de whisky que Cooper sort de l'intérieur de ses pots. Le liquide ambré brûle en descendant, mais diffuse une chaleur bienvenue dans ton corps épuisé. Pas mal pour une journée de travail, dit Fitzgerald en levant les yeux vers la charpente du toit, découpée sur le ciel qui s'assombrit. La neige dérive entre les chevrons, fondant sous la chaleur du feu. Ça m'aurait pris des jours tout seul, avoue-tu en prenant une autre petite gorgée avant de passer la flasque. Cooper hausse les épaules. Un homme seul ici, c'est juste quelqu'un qui attend de mourir. C'est pas naturel. Il y a une vérité dans ces paroles. Les humains sont des créatures sociales. Même les mountain men les plus indépendants. Une isolation totale trop prolongée peut user même l'esprit le plus fort. J'ai lu cette lettre fascinante d'un trappeur à sa femme restée à l'Est. Aujourd'hui, 3 étrangers m'ont aidé à construire ma cabane d'hiver. Demain, ils seront partis et je ne les reverrai peut-être jamais. Mais pendant une journée, je me suis souvenu de ce que c'était que de faire partie de l'humanité. Pas seulement un animal solitaire dans ces montagnes. Mais les murs en bloquent le pire. Le feu projette des ombres dansantes sur les parois de rondins, et pour la première fois depuis des semaines, tu te sens presque en sécurité. Tu as un nom ? Demande enfin Fitzgerald, rompant un long silence. Tu le lui dis. Eh bien, répond-il, tu as choisi un sacré bon endroit pour ta première cabane. Bonne eau, bon bois, une protection correcte contre le vent du nord. Tu pourrais bien passer l'hiver. De la part d'un vieux mountain man, c'est un grand compliment. Cooper sort de la venaison séchée, plus sombre et plus coriace que ton jerky. Il en coupe 3 morceaux à peu près égaux et les distribue. C'est comme mâcher du cuir, mais c'est de la nourriture que tu n'as pas eu à fournir toi-même, ce qui la rend étrangement meilleure. La tempête va se calmer d'ici un jour ou deux, dit-il entre 2 bouchées. Demain, on couvrira correctement ce toit. Peut-être qu'on commencera la cheminée s'il reste du temps. Pourquoi vous m'aidez ? La question sort avant que tu puisses te retenir. Fitzgerald et Cooper échangent un regard. C'est Cooper qui répond. Pour la même raison que tout le monde fait quoi que ce soit ici. L'intérêt personnel. Il prend une autre bouchée. La prochaine fois, ce sera peut-être nous qui aurons besoin d'aide. C'est comme ça que ça marche. Fitzgerald hoche la tête. La loi de la montagne. Aujourd'hui toi, demain moi. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Ici, où la mort n'est jamais qu'à une erreur de distance, la coopération n'est pas de la charité. C'est une assurance. Le feu crépite, envoyant des étincelles vers les chevrons ouverts. Dehors, le monde a disparu dans un tourbillon blanc de neige et d'obscurité. Mais à l'intérieur de ces 4 murs, des murs que tu as construits de tes propres mains, il y a de la chaleur, de la nourriture, et pour ce soir au moins, de la compagnie. Tu réalises que tes mains ont cessé de saigner. Le travail constant a fini par les endurcir suffisamment pour que les fissures et les ampoules commencent à guérir. Une autre petite victoire. Alors que l'épuisement t'entraîne vers le sommeil, tu regardes autour de toi ce que tu as accompli. Il y a quelques jours à peine, ces rondins étaient des arbres vivants. Maintenant, ils sont le début d'un foyer, une forteresse contre l'hiver brutal à venir. Fitzgerald et Cooper ronflent déjà, roulés dans leur couverture de part et d'autre du feu. Demain apportera encore un labeur exténuant, mais ce soir, pour la première fois, tu dors à l'intérieur de murs que tu as toi-même bâtis. Contrairement à ta chambre moderne et confortable où la température se règle d'une simple pression, ici le feu doit être alimenté toute la nuit. La fumée te fait pleurer les yeux et te serre la poitrine. Le sol reste dur sous ton corps, mais les murs coupent le vent et les chevrons arrêtent la majeure partie de la neige. Ce n'est pas le confort selon les standards modernes, mais dans la nature sauvage, c'est la différence entre la vie et la mort. Et tandis que le sommeil t'emporte enfin, une pensée tourne dans ton esprit. Je pourrais bien survivre à cet hiver, finalement. Cette nuit-là,
tandis que la tempête fait rage dehors et que le feu baisse, tu rêves non pas de la civilisation et de ses conforts, mais de ta cabane achevée, avec un vrai toit, une cheminée en pierre, peut-être même une table et une chaise grossière. Le rêve n'est pas de fuir la nature sauvage, mais de la dominer, un rondin à la fois. Quelque chose de froid et d'humide te frappe le visage. Tu te réveilles en sursaut, désorienté. Une autre goutte tombe sur ton front, de la neige fondue qui s'infiltre par le toit inachevé. Le feu n'est plus que des braises, plongeant la cabane dans une lueur rouge sombre. Dehors, le vent hurle comme une créature vivante, furieuse d'être tenue à l'écart. Cooper et Fitzgerald sont déjà debout, recroquevillés près des restes du feu. Cooper remue les braises avec un bâton pour les ranimer, tandis que Fitzgerald ajoute de petits morceaux d'allume-feu. « Bonjour », dit Fitzgerald en remarquant que tu es réveillé. « J'espère que tu ne comptais pas faire la grasse matinée. » Cooper grogne. La tempête empire. On a du travail. Tu t'assieds, chaque muscle hurlant de protestation. Malgré l'abri, tu es froid et humide. Le toit incomplet a laissé entrer assez de neige pendant la nuit pour que tout soit recouvert d'une fine couche blanche. Il va falloir finir ce toit aujourd'hui, dis-tu, énonçant l'évidence. Fitzgerald acquiesce. Et cette cheminée? On ne peut pas continuer à faire du feu à même le sol. La fumée n'a nulle part où aller. La cabane est effectivement enfumée, piquant les yeux et brûlant la gorge. Une cheminée correcte aspirerait la fumée vers le haut et l'évacuerait. Mais cela signifie de la maçonnerie, une autre compétence que tu n'as jamais eu à maîtriser auparavant. J'ai étudié le journal d'un trappeur des années 1830 à la Montana Historical Society. Il écrivait « J'ai construit ma cheminée 2 fois. La première fumait tellement que j'ai failli m'asphyxier. Je l'ai démontée et recommencé, en faisant la cheminée plus haute et le conduit plus étroit. La seconde marchait à merveille. Appris la leçon à la dure. Comme pour tout le reste ici, tu mâches le dernier de ton jerky pour le petit déjeuner, l'avalant avec de la neige fondue chauffée sur le feu ranimé. Cooper sort encore de la venaison séchée de son sac et la partage sans commentaire. La viande est dure, mais nourrissante. Fitzgerald, de son côté, a une petite bourse de maïs grillé qu'il mélange avec de l'eau chaude pour faire une sorte de bouillie. Il t'en offre une cuillerée, que tu acceptes avec reconnaissance. Après qu'on ait fini le toit, dit Cooper entre 2 bouchées, j'essaierai de nous trouver de la viande fraîche. J'ai vu des traces de cerf près du ruisseau. Bien, répond Fitzgerald. Un homme ne peut pas travailler uniquement avec du jerky. Pas dans ce froid. Le ventre plein et le feu fournissant un peu de chaleur, vous vous préparez tous pour la journée de travail. La tempête s'est effectivement intensifiée pendant la nuit. Lorsque vous ouvrez la porte de fortune, juste un morceau de toile tendu sur l'ouverture, vous êtes face à un mur de blanc. La neige tombe si fort que vous pouvez à peine distinguer les arbres au bord de la clairière. Jésus, murmurez-vous en retirant la tête à l'intérieur. Cooper regarde par-dessus ton épaule. Vu pire, mais pas beaucoup. Toi d'abord, dit Fitzgerald d'un ton décisif. Puis la cheminée. Si nous avons de la chance, on aura les 2 terminés avant la tombée de la nuit. Vous avez passé un hiver entier seul dans ces montagnes avec rien d'autre qu'un livre d'histoire et un journal. J'ai lu le récit d'un mountain man nommé Osborne Russell qui écrivait « La partie la plus difficile de l'hiver n'est pas le froid ni la faim. C'est le silence. Tu commences à te parler à toi-même juste pour entendre une voix humaine. En février, tu as de vraies conversations avec ton fusil. Sortir dehors, c'est comme entrer dans un autre monde. La neige atteint le genou par endroits, poussée par le vent. Le froid tranche tes bucksquins comme un couteau. Mais il y a du travail à faire et personne d'autre que vous 3 pour le faire. La première priorité est de couvrir le toit. Les chevrons sont en place, mais il faut des traverses et une sorte de couche imperméable. Les plans, dit Fitzgerald, désignant les petits rondins qu'il faudra couper pour les traverses. Nous les poserons sur les chevrons, puis couvrirons le tout avec de l'écorce ou des branches. Cooper se dirige déjà vers un bosquet de jeunes arbres au bord de la clairière. Ces jeunes arbres feront l'affaire. Droits, flexibles. Avec les haches en main, toi et Cooper commencez à abattre les plus petits arbres, aucun de plus de 15 cm de diamètre. Ils tombent facilement, nécessitant seulement quelques coups chacun. Fitzgerald, pendant ce temps, commence à écorcer de grandes plaques d'écorce de certains des rondins que vous avez abattus précédemment mais que vous n'avez pas encore utilisés. L'écorce de pin fait un toit correct en cas de besoin.
explique-t-il, travaillant soigneusement sous la couche épaisse extérieure d'un tronc tombé. Décollez-la en grandes feuilles, superposez-les comme des bardeaux. Ça ne durera pas éternellement, mais ça gardera la neige dehors jusqu'au printemps. J'ai parlé avec un expert en survie en pleine nature spécialisé dans les techniques historiques, et il m'a expliqué que la toiture en écorce était courante chez les mountain men. Ils utilisaient généralement ce qui était disponible, pin, sapin ou cèdre. L'astuce était de peler en grandes feuilles et de les superposer de bas en haut, comme les bardeaux modernes. Par temps sec, ces toits pouvaient durer plusieurs saisons. Travailler dans la neige qui s'accumule est épuisant. Vos bottes sont trempées, vos doigts engourdis malgré les gants, mais vous trois trouvez un rythme. Cooper coupe, tu transportes, Fitzgerald positionne. Vers midi, vous avez posé tous les plans, les plus petits rondins courant horizontalement sur les chevrons, créant la charpente pour le recouvrement en écorce. L'étape suivante consiste à lever les plaques d'écorce sur le toit. C'est délicat car l'écorce est étonnamment lourde, surtout humide de neige, et se casse facilement si on la plie trop. Faites attention à ça, avertit Fitzgerald tandis que vous luttez pour hisser une grande section. On n'a pas le temps d'en écorcer plus. Cooper fabrique une échelle rudimentaire avec des petits rondins attachés avec des lanières de cuir. Grâce à ça, Fitzgerald peut monter sur le toit pendant que toi et Cooper lui passez les plaques d'écorce. Le processus est lent et précaire. Fitzgerald s'équilibre sur les chevrons et les plans, ses appuis incertains sur le bois glissant de neige. Un faux pas et il tomberait sur le sol de la cabane à 2,5 mètres en dessous. Passe cette grande pièce, crie-t-il, désignant une plaque d'écorce de près de 2 mètres. Vous la soulevez à deux, luttant contre son poids et le vent qui semble vouloir l'arracher. Fitzgerald se penche du bord du toit, ses doigts agrippant l'écorce. Pendant un instant, il glisse, un pied sort du plan. Il se balance en arrière, s'agrippe de justesse. Fils de pute, halète-t-il en retrouvant l'équilibre. Cooper secoue la tête. Je t'avais dit que tu étais trop vieux pour le toit. Et je t'ai dit de m'embrasser le cul, réplique Fitzgerald. Mais il n'y a pas de véritable malveillance dans ces paroles. Ces hommes ont clairement déjà travaillé ensemble. J'ai découvert un mémoire d'un trappeur nommé William Hamilton, qui racontait une mésaventure lors de la construction d'une cabane. Je suis glissé depuis la poutre du toit, je me suis rattrapé avec un bras, suspendu à 6 mètres du sol, certain d'aller au tapis. Jenkins a attrapé mon poignet et m'a remonté comme si je ne pesais rien. Il n'a jamais rien dit après, attendait juste que je fasse pareil quand ce serait mon tour. En début d'après-midi, la moitié du toit est couverte. Les plaques d'écorce superposées ne sont pas esthétiques, mais elles sont fonctionnelles. Là où l'écorce ne se rejoint pas parfaitement, Fitzgerald comble les trous avec de la mousse et des aiguilles de pin, une isolation naturelle qui aidera à garder la chaleur et à empêcher la neige d'entrer. Pendant que Fitzgerald continue de travailler sur le toit, toi et Cooper vous concentrez sur la cheminée. C'est sans doute l'élément le plus crucial de la cabane. Sans chauffage adéquat, l'hiver dans ces montagnes est une sentence de mort. Le mur est laissé avec une ouverture d'environ 1,20 m de large, encadrée par des rondins plus courts spécialement coupés pour cet usage. Cela sera la cheminée et la hotte. Il nous faut des pierres, dit Cooper en se dirigeant vers le ruisseau à une 50aine de mètres de la cabane. Des grosses pour la base, des petites pour la cheminée. Vous le suivez, tous les deux, en traînant à travers la neige. Le ruisseau est partiellement gelé, ses bords recouverts de glace, mais le centre coule encore, sombre et rapide. Le long de ces berges, des pierres lisses de rivières de différentes tailles sont à moitié enfouies dans la neige. Cooper pointe les plus grosses. On commencera par celle-là, dit-il, on construira à partir de là. Les pierres sont lourdes, certaines pesant bien plus de 45 kg. Vous les dégagez de la neige avec vos mains, puis les roulez sur la légère pente vers la cabane. C'est un travail exténuant, aggravé par le froid et le sol instable dans la neige profonde. Lorsque vous avez rassemblé assez de pierres pour la base, vos mains sont à nouveau à vif et saignent, malgré vos gants, mais il n'y a pas de temps pour se reposer. Cooper dispose déjà les plus grosses pierres en demi-cercle contre l'ouverture du muret. Il nous faudra de la boue pour le mortier, dit-il en regardant autour. Le sol est gelé, mais on peut faire fondre de la neige et la mélanger avec la terre du sol de la cabane, tu crois ? Il hoche la tête avec approbation. Ça marchera. Tu as de l'argile dans le coin ? L'argile ferait un meilleur mortier que la simple boue, mais vous n'en avez pas vu dans vos explorations. Je ne crois pas. La terre suffira alors,
dit Cooper pragmatiquement. Peut-être ajouter quelques aiguilles de pin pour lier. Mon père faisait ça dans le Kentucky. Tu sais ce qui est fou, continues-tu. J'ai trouvé cette lettre d'un colon décrivant la cheminée d'un trappeur. L'homme étrange avait mélangé du sang de cerf à son mortier de boue. Il disait que ça le rendait plus dur à prendre. Vrai ou superstition, je ne saurais dire, mais cette cheminée est restée solide tandis que le reste de la cabane a fini par pourrir. Pendant que Cooper continue de disposer les pierres de base, vous rassemblez de la terre du sol de la cabane, en enlevant la couche supérieure pour atteindre le sol non gelé en dessous. Vous remplissez une marmite de neige et la posez près du petit feu encore allumé à l'intérieur, la laissant fondre en eau. Dehors, la tempête ne montre aucun signe de relâchement. Le vent pousse parfois la neige horizontalement, et la température continue de baisser. Votre souffle gèle dans votre barbe, formant des cristaux de glace qui s'entrechoquent lorsque vous bougez la tête. Fitzgerald a presque fini le toit, travaillant méthodiquement d'un bout à l'autre, superposant chaque plaque d'écorce sur la suivante. Malgré les conditions, son travail est précis, fruit de ses années d'expérience. Presque fini ici, crie-t-il. Comment avance la cheminée? Ça vient, répond Cooper, sans lever les yeux de son travail de pierre. Vous mélangez la neige fondue avec la terre, créant une boue épaisse et collante. Suivant la suggestion de Cooper, vous ajoutez une poignée d'aiguilles de pin en les mélangeant avec un bâton. Le mélange obtenu n'est pas joli, mais il tient lorsque vous le pressez. Ça ira, dit Cooper lorsque vous lui apportez. Il prend une poignée et commence à la tasser entre les pierres, créant un mortier rudimentaire mais efficace. La base de la cheminée prend forme, un demi-cercle de grandes pierres plates s'étendant sur environ 60 cm à l'intérieur de la cabane. Sur cette fondation, Cooper commence à construire vers le haut en utilisant des pierres de plus en plus petites. Il nous faut un foyer profond, explique-t-il. La chaleur rebondit sur le mur arrière, se diffuse dans la cabane. Trop peu profond, et toute la chaleur part dans le conduit. J'ai interviewé un spécialiste de la reconstitution historique qui m'a expliqué que l'angle du foyer était crucial. Les Mountain Men apprenaient souvent par essai et erreur que le mur arrière devait légèrement s'incliner vers l'avant en montant. Cela reflète plus de chaleur dans la pièce. C'est un principe que nous utilisons encore dans la conception moderne de cheminées. Au fil de l'après-midi, votre travail prend un rythme régulier. Cooper construit la cheminée pierre par pierre. Vous préparez plus de boue, de mortier, et allez chercher davantage de pierres au ruisseau. Fitzgerald termine la couverture du toit et commence à travailler sur une porte solide mais simple, faite de rondins fendus attachés avec des lanières de cuir. Le travail physique vous réchauffe malgré le froid, mais dès que vous vous arrêtez, le froid vous pénètre à nouveau. Vos pieds sont des blocs de glace dans vos bottes mouillées, et vos doigts sont si engourdis que vous sentez à peine les pierres que vous manipulez. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demande Cooper soudain, rompant un long silence. 3 mois, répondez-vous. Arrivé de Fort Union en août. Il hoche la tête. Premier hiver dans ces montagnes. Cooper et Fitzgerald échangent un regard qui en dit long. Les premiers hivers sont souvent mortels. Tu t'en sors bien, dit Fitzgerald, ce qui semble être un grand compliment venant de lui. Bon emplacement, construction solide. L'approbation de ces Mountain Men vétérans vaut plus que vous ne voulez l'admettre. Vous avez trouvé cette entrée de journal d'un trappeur de première année, Burch a inspecté ma cabane aujourd'hui. Je pensais qu'ils riraient de mon travail rudimentaire, mais ils ont juste hoché la tête et dit « Tu survivras ». C'était comme une recommandation du gouverneur. En fin d'après-midi, la cheminée a atteint la hauteur des murs. Maintenant vient la partie délicate, le conduit. Il doit dépasser le toit et bien aspirer, sinon la cabane se remplira de fumée. Cooper fabrique un échafaudage rudimentaire contre le mur, lui permettant de continuer à construire vers le haut. La cheminée se rétrécit en montant, forçant la fumée à accélérer et mieux tirer. Trop large, la fumée ne montera pas correctement, explique-t-il. Trop étroite, elle se bouchera de créosote et prendra feu. À l'intérieur, vous tapissez le foyer avec les pierres les plus plates que vous pouvez trouver, créant un intérieur relativement lisse qui reflètera efficacement la chaleur. Le mur arrière s'incline légèrement vers l'avant, suivant les instructions de Cooper. Lorsque la lumière du jour commence à faiblir, bien trop tôt à cette période de l'année, Fitzgerald termine la porte et la suspend sur des charnières en cuir. C'est un travail grossier, mais elle s'ouvre librement,
Surtout, elle protégera du vent et du froid. Besoin d'un loquet, murmure-t-il, cherchant un matériau approprié. Ça ira, demandez-vous, offrant un morceau de bois de serre que vous avez trouvé plus tôt à l'automne. Fitzgerald l'examine, puis hoche la tête. Parfait. Avec son couteau, il taille un mécanisme de loquet simple mais efficace. Le morceau de bois de serre pivote sur un clou en bois, tombant dans une encoche pour sécuriser la porte. Dehors, Cooper a terminé la cheminée. Elle s'élève d'environ 1 mètre au-dessus de la ligne du toit, couronnée d'un capuchon rudimentaire de pierre plate pour protéger du pire de la neige tout en permettant à la fumée de s'échapper. Moment de vérité, dit-il en descendant de son échafaudage. À l'intérieur, vous allumez un feu dans la nouvelle cheminée. Petit au début, pour laisser le mortier debout sécher progressivement, vous observez tous les trois anxieusement les flammes. Pendant un instant, la fumée envahit la cabane et votre cœur se serre. Mais ensuite, à mesure que le feu grandit, la fumée commence à monter, attirée par le tirage de la cheminée correctement construite. Voilà qui est fait, dit Fitzgerald avec satisfaction tandis que la fumée disparaît par la cheminée, laissant l'air de la cabane relativement clair pour la première fois. C'est un triomphe, petit dans le grand ordre des choses peut-être, mais monumental dans vos circonstances actuelles. Vous avez des murs pour bloquer le vent, un toit pour garder la neige dehors, et maintenant une cheminée qui fournit chaleur et possibilité de cuisson. Cooper sourit. Le premier vrai sourire que vous lui avez vu. Je pense qu'on a mérité notre souper. Pendant que la nouvelle cheminée chauffe la cabane, Cooper sort pour vérifier les pièges qu'il avait installés plus tôt près du ruisseau. Il revient dans l'heure, couvert de neige mais triomphant, portant une paire de lièvres des neiges. De la viande fraîche, annonce-t-il, levant son prix. La perspective de quelque chose d'autre que du jerky ou du cerf séché est presque étourdissante. Votre bouche s'ouvre tandis que Cooper dépouille et nettoie habilement les lièvres, puis les embroche sur des bâtons verts pour les rôtir sur le feu. L'arôme qui emplit la cabane est enivrant, riche, sauvage et profondément satisfaisant. Vous êtes tous les trois assis autour de la cheminée, regardant la viande dorer lentement, le gras dégoulinant et grésillant sur les pierres chaudes en dessous. Quand les lièvres sont cuits, Cooper les partage avec son couteau, une pâte et une portion de dos pour chacun de vous. Pas d'assiette, vous mangez avec les doigts, la viande chaude et savoureuse brûlant la langue par votre empressement. C'est le meilleur repas que vous ayez pris depuis des mois. J'ai lu une lettre d'un mountain man à sa sœur à l'Est, tu rirais de nous voir manger, Elisa. Pas de porcelaine, pas d'argent, même pas de table. Juste 3 hommes rustiques accroupis près du feu, la graisse coulant sur nos barbes, dévorant la viande sur l'os comme des loups. Et pourtant, je te le dis vrai, aucun dîner raffiné à Saint-Louis n'a jamais eu le goût de ce lapin frais dans une cabane que l'on a construite de nos propres mains. Dehors, la tempête a atteint son paroxysme. Le vent hurle autour des coins de la cabane, cherchant des faiblesses, en trouvant peu. Quelques flocons passent encore à travers le toit en écorce par endroits, mais c'est minime. Rien à voir avec l'exposition ouverte des nuits précédentes. La cheminée rayonne d'une chaleur constante et pénétrante qui chasse le froid de cet espace réduit. Pour la première fois depuis votre arrivée dans ces montagnes, vous ressentez quelque chose qui se rapproche de la sécurité. Fitzgerald sort sa pochette de tabac, la proposant autour. Vous et Cooper prenez chacun une petite pincée, savourant ce luxe. Les trois êtes assis dans un silence convivial, fumant et regardant le feu. Vous retournez à votre camp demain, demandez-vous enfin. Cooper jette un coup d'œil à Fitzgerald, qui hausse les épaules. La tempête pourrait durer encore un jour. Pas la peine de se battre contre si on n'a pas à le faire. On pourrait vous aider à finir ici. Plancher, plateforme de couchage, peut-être quelques étagères. L'essentiel. L'offre est généreuse, surtout venant d'hommes qui ont eux-mêmes des préparatifs à faire pour l'hiver. Mais c'est ainsi que les choses se passent ici. Aujourd'hui vous, demain moi. Merci, dites-vous simplement. Alors que la nuit s'approfondit et que le feu faiblit, vous préparez votre couchage. Le sol en terre est encore dur, mais il est maintenant sec et chaud grâce à la cheminée. Vous étalez vos couvertures près du feu, vous sentant véritablement à l'aise pour la première fois depuis des jours. Cooper et Fitzgerald font de même, se positionnant pour que vous formiez tous les trois un demi-cercle approximatif autour de l'âtre. Dehors, la nature hurle et fait rage, mais ici, dans cet espace créé par des mains humaines, à partir des matériaux bruts de la forêt, il y a un abri. Il y a la sécurité. Alors que vous glissez vers le sommeil, vous levez les yeux vers le toit.
Une structure en treillis de poutres, plants et écorce, visible à la lueur du feu. L'eau ne goutte plus sur votre visage. Le vent ne transperce plus vos couvertures. La fumée monte correctement par la cheminée au lieu de remplir la pièce. Ces simples conforts, que l'on prend pour acquis en civilisation, semblent miraculeux ici dans le désert. Votre dernière pensée avant que le sommeil ne vous emporte est que vous avez franchi un seuil invisible. Vous ne survivrez plus simplement dans la nature. Vous commencez à y vivre. Contrairement à votre maison moderne avec ses murs isolés et son chauffage central, cette cabane reste rudimentaire et primitive. Mais c'est un abri que vous avez construit, façonné de vos mains avec la forêt autour de vous. Et cela change tout. Demain apportera plus de travail, un travail sans fin, la réalité de la vie en montagne. Mais ce soir, vous reposez dans la connaissance que le pire de la tempête ne peut plus vous atteindre. Vous construisez plus qu'une cabane ici. Vous construisez une vie. Vous vous réveillez dans un silence inhabituel. Le vent hurlant, compagnon constant depuis des jours, s'est enfin arrêté. La tempête est passée. La lumière filtre à travers les petites ouvertures du toit en écorce, projetant des motifs tachetés sur le sol en terre. Le feu a brûlé bas pendant la nuit, mais la cabane a conservé sa chaleur de manière remarquable. Cooper et Fitzgerald dorment encore, leur ronflement créant un étrange duo dans le silence matinal. Vous vous levez silencieusement, ajoutant quelques brindilles au feu. Les flammes prennent rapidement, diffusant une nouvelle chaleur dans le petit espace. Dehors, à travers la petite ouverture de fenêtre recouverte d'une pièce de cuir huilé, vous pouvez voir un monde transformé. Tout est blanc, immaculé. La neige recouvre la clairière en congère qui atteigne par endroits la moitié des murs de la cabane. La tempête est finie, dit Fitzgerald derrière vous, la voix rauque de sommeil. Il se redresse, s'étirant dans toute sa grande carrure. Ça va être froid comme la glace aujourd'hui. Cooper grogne en se retournant. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? J'ai faim au point de manger mes mocassins. Malgré les conditions rudimentaires, ce moment est profondément satisfaisant. La cabane, votre cabane, a résisté à sa première tempête. Le toit a tenu, la cheminée a bien tiré, les murs ont protégé du pire du vent. Elle est loin d'être terminée, mais elle vous a protégé pendant la nuit. J'ai trouvé cette entrée de journal incroyable d'un trappeur nommé Hugh Glass, qui écrivait « Premier matin dans ma propre cabane après la tempête. Je n'aurais jamais cru que 4 murs et un toit pouvaient ressembler à un palais. J'ai failli pleurer dans mon café comme un garçon de Villemont. Le petit déjeuner est le reste du lapin de la veille, réchauffé sur le feu nouveau. La viande est encore meilleure après avoir reposé toute la nuit, les saveurs plus concentrées. Vous mangez en silence, savourant chaque bouchée, sachant que la nourriture sera une préoccupation constante dans les mois à venir. Il a raison. Un plancher correct est plus qu'un confort. C'est une couche de protection supplémentaire contre le froid et l'humidité qui tue plus de montagnards que les bales ou les ours. T'as assez de rondins droits pour les solives du plancher? Demande Fitzgerald en regardant le bois qu'il vous reste. Devrait suffire, répondez-vous. J'en ai coupé plus que nécessaire pour les murs. Bien, Rocher. On s'y mettra après s'être un peu dégagé. La première tâche consiste à dégager un chemin depuis la porte. La neige s'est accumulée contre elle, formant une congère de près de 1,2 m. Cooper utilise un morceau d'écorce comme pelle improvisée, ouvrant un passage étroit. Le froid vous frappe comme un coup physique lorsque vous sortez. La tempête est passée, mais elle a laissé des températures qui feraient geler la salive avant qu'elle ne touche le sol. Le ciel au-dessus est d'un bleu dur et fragile, sans un nuage. Votre souffle forme un brouillard autour de votre visage qui se transforme rapidement en cristaux de glace dans votre barbe. Malgré le froid brutal, la scène a une beauté indéniable. La forêt autour de votre clairière est transformée en un pays des merveilles cristallins. Chaque branche est couverte de blanc, la neige scintillant comme des diamants dispersés au soleil du matin. Faut l'admettre, dit Cooper, s'arrêtant un instant dans son pelletage pour admirer le paysage. On n'a pas de vue comme ça à Saint-Louis. La beauté ne te réchauffe pas, répond Fitzgerald pratiquement. On se met au plancher. Vous ne croiriez pas à quel point la construction d'un plancher correct était délicate pour ces gars. Quand j'ai visité le Muntaman Museum dans le Wyoming, le conservateur m'a montré un plancher de cabane reconstitué et expliqué qu'il n'avait pas le luxe de boissier. Chaque planche devait être fendue à la main avec une hache et des cales, un processus appelé fendage.
C'était incroyablement laborieux et les résultats étaient loin d'être parfaits. À l'intérieur, vous commencez par mesurer et marquer l'emplacement des solives du plancher. Ce sont les poutres de support qui soutiendront le plancher lui-même, perpendiculaires à l'axe long de la cabane. Elles doivent être espacées d'environ 60 cm et attachées d'une manière ou d'une autre aux rondins inférieurs des murs. Le mieux est d'entailler les rondins de la sole, explique Fitzgerald en pointant les plus bas des murs de la cabane. Faites des dépressions pour que les solives reposent dedans. Ça garde tout de niveau. Sous la direction de Fitzgerald, vous et Cooper prenez tour à tour la hache, coupant soigneusement les encoches dans les rondins de la sole. C'est un travail précis demandant concentration et main stable. Chaque encoche doit avoir la même profondeur, sinon le plancher sera inégal. Une fois les encoches faites, vous amenez les rondins choisis pour les solives, des pins droits d'environ 15 cm de diamètre. Ceux-ci doivent être aplatis sur le dessus pour fournir une surface plane pour les planches de plancher. Cela se fait avec la hache, en taillant soigneusement la surface supérieure incurvée de chaque rondin pour créer un plan plat. Comme ça, montre Cooper, effectuant des mouvements fluides et contrôlés avec la hache. La lame mord le bois à un angle faible, en enlevant de fines lamelles plutôt qu'en coupant profondément. Vous n'essayez pas de l'abattre, juste de le rendre plat. C'est une compétence qui demande de la pratique. Vos premières tentatives sont irrégulières et inégales, mais vous vous améliorez à chaque coup. Vers midi, vous avez aplati le dessus de 5 solives et les avez insérées dans leurs encoches sur une moitié de la cabane. Ça avance, approuve Fitzgerald en inspectant votre travail. Maintenant, la partie difficile. La partie difficile, il s'avère, est de créer les planches du plancher. Sans scierie appropriée, il faut les fendre à partir des rondins, un processus qui produit au mieux des planches rugueuses et inégales. Cooper sélectionne un pin droit au grain régulier d'environ 38 cm de diamètre. Celui-ci fera l'affaire. On va le fendre en 4, puis en 8, puis 16. Chaque fente nous donne une planche. À l'aide de haches et de cales en bois, vous commencez le processus laborieux de fendage. Cooper enfonce la première cale dans le bois avec le dos de sa hache, puis ajoute une deuxième quand la fente commence à s'élargir. Lentement et méthodiquement, vous enfoncez plus de cales sur toute la longueur du rondin jusqu'à ce qu'avec un dernier grognement de fibres déchirées, il se sépare proprement en deux. Bonne fibre sur celui-ci, dit Cooper avec satisfaction. Ça facilite le travail. J'ai lu le récit d'une pionnière qui observait son mari et ses frères construire leur cabane. Elle écrivait « Les hommes ont passé une journée entière à fendre un seul rondin pour les planches du plancher. À la tombée de la nuit, leurs mains saignaient et ils n'avaient que 8 planches rugueuses à montrer de leur travail. Pourtant, ils considéraient que c'était une bonne journée de travail. » Le processus continue. Chaque moitié est fendue à nouveau, puis encore, jusqu'à ce que vous obteniez des planches rugueuses d'environ 5 cm d'épaisseur. Elles restent très inégales, les côtés fendillés avec des éclats et des fibres déchirées. Il faut lisser un peu tout ça, dit Fitzgerald en passant sa main sur la surface rugueuse d'une planche. Ça ne sera pas joli, mais au moins assez plat pour marcher sans se prendre des éclats gros comme ton doigt. Cela se fait encore avec la hache, utilisée presque comme un rabot pour aplanir les points hauts et les bords rugueux. C'est un travail lent et minutieux, mais peu à peu les planches prennent un aspect plus uniforme. Vers la fin de l'après-midi, vous avez créé assez de planches pour couvrir environ la moitié du sol de la cabane. Elles sont posées sur les solives, leurs bords se touchant le plus possible. Elles ne sont pas clouées. Les clous sont bien trop précieux pour être utilisés sur le plancher, mais leur poids les maintient relativement stables. Bien, dit Cooper en martelant le nouveau plancher pour le tester. Solide. La différence est immédiate et frappante. Les planches rugueuses ne sont peut-être pas belles, mais elles vous soulèvent de la terre froide et humide. La sensation d'un sol solide sous vos pieds après des semaines à dormir sur la terre est étonnamment émotive. J'ai trouvé une lettre dans les archives de la Montana Historical Society où un trappeur écrivait à son frère « Enfin mon plancher est posé. Tu rirais de le voir tordu comme la patte arrière d'un chien et plein d'éclats, mais j'ai presque pleuré de pouvoir enfin marcher sur du bois au lieu de la terre pour la première fois depuis des mois. Ce sont les petites choses ici qui gardent un homme sain d'esprit. Il vaut mieux installer la plateforme de couchage avant de perdre la lumière, dit Fitzgerald en regardant le soleil déjà bas vers les montagnes à l'ouest. Les journées sont courtes à cette période de l'année et l'obscurité arrive tôt.
La plateforme de couchage est essentiellement un lit surélevé construit dans un coin de la cabane. Elle sert à deux fins, vous éloigner du sol pour dormir et créer de l'espace de rangement en dessous. Vous choisissez le coin nord, à l'écart de la porte et de la cheminée. En utilisant les mêmes techniques que pour le sol, vous créez un cadre simple attaché au mur et soutenu par deux poteaux du côté ouvert. Sur ce cadre, vous posez d'autres planches fendues, créant une plateforme à environ 60 cm du sol, assez grande pour qu'une personne puisse dormir confortablement. Vous pourriez la garnir de branches de pin, suggère Cooper. Ça fait un lit plus doux et plus chaud, ajoute Fitzgerald. L'espace d'air en dessous empêche le froid de remonter à travers vous. Avec le sol à moitié terminé et la plateforme de couchage en place, la cabane commence à ressembler à une maison plutôt qu'à un simple abri. La transformation est remarquable, surtout considérant qu'il n'y avait rien que des arbres debout il y a quelques jours. À la tombée de la nuit, Cooper repart vérifier ses pièges. Il revient cette fois les mains vides, mais sans se tracasser. On ne peut pas s'attendre à un lapin tous les jours, dit-il en haussant les épaules. On essaiera encore demain. Le dîner revient au jerky et au dernier maïs grillé de Fitzgerald. Vous mangez à la lueur du feu, les flammes projetant de longues ombres sur le sol et les murs fraîchement construits. Tu as bien fait de trouver cet endroit, dit Fitzgerald, rompant un long silence. Bonne eau, bon bois, pente exposée au sud, choisi comme un homme qui sait ce qu'il cherche. C'est le compliment le plus proche que vous ayez reçu de sa part, et cela vous réchauffe presque autant que le feu. J'ai eu de la chance, admettez-vous. 3 jours à chercher, j'ai failli abandonner. Cooper renifle. Chance, préparation et rencontre de l'opportunité. Vous saviez ce que vous cherchiez. Vous l'avez trouvé. Il y a de la vérité dans ces paroles. Vous êtes peut-être nouveau dans la construction de cabanes, mais vous avez appris suffisamment de survie pendant vos mois en montagne pour reconnaître un bon endroit pour l'hiver. Depuis combien de temps êtes-vous ici, demandez-vous, la curiosité prenant enfin le dessus. Fitzgerald et Cooper échangent un regard, une communication silencieuse passant entre eux. Je suis remonté le Missouri en 1828, répond Fitzgerald. Engagé avec la Rocky Mountain Fur Company. Trappé ces montagnes depuis 6 ans, dites-vous, impressionné. Beaucoup d'hommes ne durent pas une saison, hoche-t-il la tête. Coup est là depuis plus longtemps. Dis-lui, coupe. Cooper fixe le feu, son visage buriné encore plus marqué par la lumière vacillante. Depuis 1822 avec la première expédition d'Ashley, vu des choses comme on dit. 12 ans dans les montagnes. C'est presque inimaginable. L'espérance de vie moyenne d'un homme de montagne est étonnamment courte, peut-être 5 ans s'ils ont de la chance. Entre tribus hostiles, grizzlies, accidents et les réalités brutales de la vie sauvage, peu dépasse une décennie. J'ai découvert un recensement de trappeurs de l'American Fur Company en 1830 montrant que l'âge moyen de décès pour les hommes de montagne était de 35 ans. Le chercheur avec qui j'ai parlé au Denver Museum m'a dit que c'étaient des hommes incroyablement résistants, mais les montagnes l'étaient encore plus. Survivre plus de 10 ans dans cet environnement n'était pas seulement impressionnant, c'était presque miraculeux. Vous avez des projets pour le printemps, demandez-vous. Fitzgerald hausse les épaules. Le plus commun, suivre les traces de castor. Tenter de ne pas se faire scalper ou dévorer. Peut-être descendre au rendez-vous si les peaux sont bonnes. J'ai entendu dire qu'ils le tiennent à Green River encore. Cooper ajoute que le rendez-vous annuel est le plus proche de la civilisation que la plupart des trappeurs voient d'une année sur l'autre. Une grande réunion où les fourrures sont échangées, les provisions achetées, et une année d'isolement compensée par quelques semaines de jeux, d'alcool et de récits. Vous devriez venir, dit Fitzgerald. Si vous survivez à l'hiver, précise-t-il, à la fois invitation et rappel des défis à venir. L'hiver dans ces montagnes est un test impitoyable, et votre cabane, malgré toutes ses améliorations, reste juste un abri sommaire contre des forces qui ont tué des hommes mieux préparés. Je compte bien le faire, répondez-vous simplement. La soirée s'approfondit dans la nuit. Dehors, la température chute encore, mais à l'intérieur, la cheminée diffuse une chaleur constante. Le nouveau plancher et la plateforme de couchage ont déjà fait une différence notable en termes de confort. Demain, nous finirons ce plancher, dit Cooper en étalant sa couverture. Peut-être installer quelques étagères s'il reste du temps. Il te faudra des endroits pour ranger tes affaires. J'ai quelques idées à ce sujet, dites-vous en pensant à l'espace mural au-dessus de la plateforme de couchage,
et je veux construire une petite table, peut-être un tabouret. Fitzgerald hoche la tête avec approbation, pensant comme un homme qui prévoit de rester en vie. Bien. Vous savez ce qui m'impressionne chez ces gars? Dans une lettre que j'ai trouvée à la Société historique de Bosements, un trappeur écrivait « J'ai fabriqué ma première chaise hier. Chose rudimentaire qui ressemble à quelque chose qu'un aveugle aurait fait à Polly. Mais m'asseoir dessus ce soir, manger mon souper comme un humain civilisé au lieu de m'accroupir comme un animal, je me suis senti comme un roi. » Ces petits conforts signifient tout quand on a été privé. Alors que vous vous installez pour la nuit, vous ne pouvez vous empêcher de réfléchir à combien de choses ont changé en quelques jours seulement. D'exposés et vulnérables à abriter et relativement en sécurité, de la lutte solitaire au travail aux côtés de compagnons expérimentés, la cabane reste primitive selon tous les standards civilisés, mais ici, c'est une forteresse contre la nature sauvage. Le sommeil vient facilement ce soir. Votre corps est épuisé par le travail de la journée, mais votre esprit est tranquille. Le bruit du feu et la respiration régulière de vos compagnons créent un cocon de confort dans l'obscurité. Vous rêvez de la cabane achevée. Plancher entièrement posé, murs calfeutrés avec de la mousse et de l'argile, étagères remplies de provisions, peut-être même une petite fenêtre percée dans le mur sud pour laisser entrer plus de lumière. Dans le rêve, la neige s'accumule dehors, mais vous êtes au chaud et en sécurité à l'intérieur. Contrairement à votre lit moderne confortable avec son matelas moelleux et ses couches de couverture, votre plateforme de couchage reste dure et inflexible, mais elle est sèche. Elle est surélevée et elle vous appartient, construite de vos propres mains avec le bois environnant. Et cela fait toute la différence. À mesure que la conscience s'éteint, une pensée revient en boucle dans votre esprit. Je deviens partie de cet endroit et il devient partie de moi. La cabane n'est pas seulement un abri. C'est le début d'une nouvelle vie enracinée dans la nature sauvage qui semblait autrefois si hostile. Demain apportera plus de travail, plus de défis. Mais ce soir, vous reposez dans la connaissance croissante que vous pourriez réellement survivre. Et dans ces montagnes, survivre n'est pas une petite victoire. La nuit s'approfondit. Le feu brûle bas et la cabane vous maintient tous les trois dans son étreinte rugueuse. Une petite île d'humanité dans un vaste océan de nature sauvage. Dehors, les étoiles tournent au-dessus, brillantes dans l'air glacial. Les loups hurlent depuis une crête lointaine, leur hurlement résonnant dans la vallée enneigée. Mais à l'intérieur, il y a des murs de votre fabrication, un toit au-dessus, un plancher en dessous et la promesse de demain. Le matin arrive avec une luminosité douloureuse, le soleil se reflétant sur la neige fraîche et filtrant à travers les fissures des murs de la cabane. 3 jours se sont écoulés depuis la fin de la tempête. 3 jours de travail constant, finir le plancher, construire des meubles rudimentaires, calfeutrer les interstices, se préparer pour le long hiver à venir. Et maintenant, il est temps pour Cooper et Fitzgerald de partir. On ne peut plus repousser ça, dit Cooper en s'agenouillant près du feu pour chauffer une tasse d'eau. Notre propre cabane a besoin d'attention avant la prochaine tempête. Vous hochez la tête, comprenant, mais pas totalement heureux. Ces hommes étaient des inconnus il y a quelques jours à peine. Pourtant, partager le travail de construction a forgé un lien qui semble étonnamment profond. Merci pour l'aide, dites-vous simplement. La manière d'un homme de montagne d'exprimer sa gratitude sans tomber dans le sentimentalisme. Fitzgerald fait un geste pour balayer cela. Vous auriez fait la même chose. La vérité est que vous l'auriez fait. C'est le code non écrit ici. Aujourd'hui toi, demain moi. Aucun homme ne survit complètement seul dans ces montagnes. J'ai découvert une lettre d'un homme de montagne nommé Jim Bridger où il écrivait « J'ai aidé à dresser les murs de la cabane de Thornton la semaine dernière. Il sera probablement mon concurrent pour les castors au printemps, mais c'est un problème pour plus tard. L'hiver exige que nous restions unis, même brièvement. Par tort, nous retournerons garder nos lignes de piège comme des avares. La cabane a changé de manière remarquable en seulement quelques jours. Le plancher est maintenant complet. Des planches grossièrement fendues couvrent toute la surface de terre. Une petite table se tient contre le mur ouest, assemblée à partir de petites bûches et surmontée d'une section de pin aplati. À côté, un tabouret à 3 pieds, rudimentaire mais fonctionnel, mieux que de s'accroupir sur le sol. Des étagères garnissent le mur au-dessus de votre plateforme de couchage, fournissant des endroits pour stocker nourriture et provisions à l'abri des souris et autres nuisibles. La cheminée a été affinée, le tirage amélioré en ajustant certaines pierres supérieures.
Peut-être le plus important, chaque fissure entre les bûches a été soigneusement calfeutrée avec un mélange de boue, mousse et aiguille de pin. Les murs scellés bloquent bien mieux le vent mordant qu'auparavant. Ça s'est plutôt bien passé, dit Cooper en regardant autour de lui avec approbation silencieuse. Mieux que ma première cabane, ça c'est sûr. Vous le regardez, intrigué. Il ricane, un son rare. Le toit s'est effondré en premier. La neige lourde m'a presque enterré vivant. J'ai dû creuser pour m'en sortir et recommencer alors qu'il y avait déjà 2 pieds de neige au sol. Comment as-tu fait ? Demandez-vous. Cooper hausse les épaules. De la même façon que n'importe qui ici. Un jour à la fois, une bûche à la fois. Il y a de la sagesse dans sa philosophie simple. La nature sauvage ne peut être conquise d'un coup. La survie se fait progressivement. Un repas, un abri, un jour empilé sur le suivant. Après un petit déjeuner de viande séchée et du dernier maïs grillé, Cooper et Fitzgerald rassemblent leurs quelques possessions. Ils voyagent légers, comme tous les hommes de montagne doivent le faire. Fusil, sac éventuel, couteau, hache, couverture. Les outils de survie, rien de plus. Où est ta cabane ? Demandez-vous, réalisant que vous n'y aviez jamais pensé auparavant. En bas, à la fourche, répond Fitzgerald en désignant vaguement le sud. À environ une demi-journée de marche sans neige. Probablement jusqu'au coucher du soleil avec cette neige. La neige reste profonde, près d'1 mètre dans certains endroits. Le voyage sera épuisant, surtout à tracer le chemin à travers des congères vierges. Tu devrais prendre des raquettes, dites-vous en montrant une paire accrochée au mur. Des choses rudimentaires que vous aviez fabriquées plus tôt cet automne avec du bois plié et des lanières de cuir brut. Cooper secoue la tête. Garde-les. Nous avons les nôtres au camp. Au moins prends un peu de viande de lapin, insistez-vous. Il reste encore une bonne portion, fumée sur le feu pour la conserver. Ils acceptent avec des signes de tête reconnaissants. La viande est une monnaie dans les montagnes, plus précieuse que l'or. À la porte, Fitzgerald fait une pause. Je passerai peut-être vous voir si nous traversons par là. Pour m'assurer que vous n'êtes pas gelé solidement. C'est le plus proche d'une expression d'inquiétude qu'un homme de montagne puisse montrer. Vous hochez la tête, comprenant le sentiment derrière ces mots bourrus. Les portes sont toujours ouvertes, répondez-vous. Sauf quand elles sont fermées contre le froid. Cooper rit à cela, un petit aboiement. Vous vous dites qu'ils ont fait de lui un vrai montagnard. Déjà en train de faire des blagues terribles. Avec de derniers hochements de tête et quelques poignées de main, rare contact physique dans un monde où les hommes gardent généralement leur distance, ils partent. Vous regardez depuis l'embrasure de la porte tandis qu'ils avancent dans la neige profonde, suivant le chemin grossier que vous avez tous tracé entre la cabane et le ruisseau. Ils ne regardent pas en arrière. Ce n'est pas ainsi qu'on agit ici. Et juste comme ça, vous êtes à nouveau seul. La cabane paraît plus grande sans leur présence et plus silencieuse. Vous fermez la porte contre le froid et vous appuyez contre elle, observant votre domaine. Elle reste rudimentaire selon tout standard civilisé, des bûches brutes, la terre visible entre les planches du plancher, des traces de fumée assombrissant déjà le plafond autour de la cheminée. Mais elle est solide. Elle vous gardera en vie pendant l'hiver si vous êtes intelligent et un peu chanceux. Vient maintenant la prochaine phase, se préparer pour la longue isolation à venir. Voici un fait sobre. J'ai trouvé dans les registres des compagnies de fourrure qu'environ 1 homme sur 5 mourait pendant son premier hiver seul. Les causes les plus fréquentes n'étaient pas des attaques dramatiques par des ours ou des tribus hostiles. C'était la famine, la maladie ou de simples accidents. 100 personnes pour aider. Avec Cooper et Fitzgerald partis, votre première priorité est la nourriture. La viande de lapin restante ne durera qu'1 jour ou 2. Après cela, il faudra chasser ou piéger régulièrement pour survivre. Vous passez la matinée à poser des pièges le long des sentiers de gibier près du ruisseau. De petites boucles de cuir tordu attachées à des jeunes arbres pliés. Lorsqu'elles se déclenchent, elles se redressent brusquement, attrapant lapins ou autres petits animaux par la patte ou le cou. C'est une façon de chasser passif qui fonctionne pendant que vous vous occupez d'autres tâches. Ensuite, il faut constituer votre réserve de bois de chauffage. Une cabane de cette taille consommera d'énormes quantités de bois pour rester chaude tout l'hiver. Manquer de combustible en février serait une condamnation à mort. Vous traînez des troncs tombés depuis la forêt voisine, les coupant en longueur maniable avec votre hache. Le travail est épuisant dans la neige profonde, mais nécessaire.
À midi, vous avez assemblé un tas de bois conséquent contre le mur sud de la cabane, protégé du pire du vent et pratique pour la porte. À l'intérieur, vous continuez à organiser. Les étagères doivent être remplies. Les provisions rangées. Tout doit avoir sa place dans l'espace confiné de la cabane. Dans votre sac éventuel, vous faites l'inventaire de ce que vous avez. Pierre à feu et acier pour allumer le feu. Un petit sac de sel précieux, aiguilles et tendons pour les réparations. Des balles de plomb supplémentaires et de la poudre pour votre fusil. Une pierre humide pour garder votre couteau et votre hache tranchant. Ces objets sont soigneusement disposés sur l'étagère la plus haute, à l'abri de l'humidité et des rongeurs. Vous accrochez votre fusil sur des chevilles au-dessus de la porte, facilement accessibles mais hors du chemin. Votre hache s'appuie dans le coin près de la cheminée, la lame protégée par un fourreau en cuir fabriqué avec des chutes. J'ai toujours été fasciné par la manière dont ces hommes organisaient leurs petits espaces. Une fouille archéologique d'une cabane de trappeurs a révélé qu'il avait créé des zones de rangement spécialisées. Un coin pour la nourriture, un autre pour les outils, un troisième pour les fourrures et peaux. Chaque chose avait sa place, maximisant l'efficacité d'un espace à peine plus grand qu'une salle de bain moderne. En fin d'après-midi, vous avez établi l'ordre dans votre petit domaine. La cabane semble non seulement habitable, mais presque confortable. Pourtant, quelque chose manque, quelque chose que vous ne pouvez pas nommer jusqu'à ce que vous remarquiez l'étendue vide du mur de bûche à côté de votre plateforme de couchage. Un foyer a besoin d'une touche personnelle, même ici. Dans votre sac éventuel, vous prenez un petit crayon, un luxe que vous avez gardé pendant vos mois dans les montagnes. Avec des traits soigneux, vous commencez à marquer le mur. Pas de dessins élaborés, juste des marques simples pour compter les jours. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre 1834. L'hiver s'annonce long et incertain. Sous les marques du calendrier, vous esquissez une carte grossière des environs de mémoire. Le ruisseau, la crête au nord, la vallée s'ouvrant au sud. Des repères qui pourraient s'avérer utiles si vous devez naviguer dans une neige épaisse. Ce petit acte de personnalisation transforme l'espace de manière subtile mais importante. La cabane n'est plus seulement un abri. Elle devient votre maison. Alors que l'obscurité tombe tôt, comme toujours à cette période de l'année, vous faites grossir le feu et préparez un dîner simple avec la viande de lapin restante. Manger seul à nouveau semble étrange après la courte compagnie des derniers jours. J'ai trouvé ce passage déchirant dans le journal d'un trappeur, première nuit seul dans ma nouvelle cabane. Le silence est complet, à l'exception du crépitement du feu. Je me suis surpris à parler au mur juste pour entendre une voix humaine. J'ai récité le psaume préféré de ma mère. Bien que je n'ai pas prié depuis des années, le son s'est éteint trop vite. Vous vous asseyez sur votre tabouret fraîchement fabriqué, les coudes sur la table rugueuse, et réfléchissez aux mois à venir. L'hiver dans ces montagnes dure généralement jusqu'en avril au moins. 5 mois d'isolement, de froid et de vigilance constante. Beaucoup d'hommes n'y survivent pas. Ceux qui y parviennent en ressortent à jamais changer. La perspective devrait être terrifiante, pourtant vous ressentez un calme étrange. Le travail de construction de la cabane vous a donné confiance. Si vous pouvez transformer des arbres debout en abri en quelques jours, que pourriez-vous accomplir d'autre? Le sommeil vient tôt. Votre corps est encore épuisé par des jours de travail. La plateforme de couchage, maintenant rembourrée de branches de pin sous votre couverture, est presque confortable. La cheminée rayonne une chaleur constante qui atteint même les recoins les plus éloignés du petit espace. Vous vous réveillez une fois dans la nuit pour ajouter du bois au feu. Debout dans l'obscurité silencieuse, vous écoutez la cabane se réajuster autour de vous. Les craquements doux et les petits bruits du bois s'adaptant au changement de température. Le thump occasionnel de la neige glissant du toit. Ces sons, qui auraient pu sembler menaçants auparavant, paraissent presque compagnons. La cabane vit à sa manière, bougeant et respirant avec le froid. Le matin apporte un nouveau but. Vous vérifiez vos pièges et trouvez 2 lapins, plus petits que souhaité, mais de la nourriture néanmoins. Vous les nettoyez soigneusement dehors, conservant même les extrémités pour les utiliser comme appât pour d'autres pièges. La température a encore chuté pendant la nuit. Votre souffle gèle instantanément dans l'air immobile et la neige crise sous vos bottes, signe certain du froid intense. À l'intérieur, du givre s'est formé dans les coins les plus éloignés de la cheminée, malgré vos efforts pour boucher chaque fissure. Ceci sera le véritable test de votre construction. Non seulement garder le vent et la neige dehors,
mais luttez contre le froid pénétrant qui peut tuer un homme endormi avant qu'il ne se réveille pour ajouter du bois à son feu. Vous passez la journée à apporter les dernières améliorations à la cabane en utilisant de la boue mélangée à des cendres de la cheminée. Vous colmatez les derniers interstices entre les bûches. Vous ajoutez une seconde couche d'écorce sur les parties du toit qui laissent encore trop passer l'air froid. Vous fabriquez une porte rudimentaire pour l'ouverture de la fenêtre, pouvant être fermée la nuit pour conserver la chaleur. À midi, vous avez fait tout ce qui est raisonnablement possible pour préparer la cabane à l'hiver. Vient maintenant une autre tâche cruciale, créer une cage d'urgence à l'extérieur. J'ai parlé avec un expert en survie en milieu sauvage qui m'a expliqué la logique de cette pratique. Les hommes de montagne construisaient de petites cages discrètes à une certaine distance de leur cabane. Si un désastre survenait, feu, effondrement du toit, ennemis en maraude, ils auraient des provisions d'urgence pour se rabattre dessus. Cela pouvait faire la différence entre la mort et la survie. Vous choisissez un emplacement à environ 50 mètres de la cabane, près d'un pin frappé par la foudre, visible même sous une neige épaisse. Là, vous creusez à travers la neige jusqu'au sol gelé en dessous. Puis vous utilisez votre hache pour tailler un petit creux. Dans cette cache, vous placez du matériel pour allumer un feu d'urgence enveloppé dans du cuir huilé, un petit couteau, une poignée de balles de plomb et suffisamment de poudre pour quelques coups et un peu de viande séchée. Juste assez pour qu'un homme survive un jour ou deux. Vous recouvrez la cage de pierre, puis de neige, marquant son emplacement avec un arrangement subtil de bâtons qui semblerait naturel pour quiconque sauf vous. Assurance contre un futur incertain. De retour à la cabane, vous êtes frappé par sa solidité apparente maintenant. La fumée s'élève régulièrement de la cheminée, les murs tiennent droit contre la neige. Difficile à croire que c'était juste des arbres debout il y a moins d'une semaine. À l'intérieur, vous ajoutez du bois au feu et vous installez pour la soirée. L'obscurité précoce de l'hiver signifie de longues nuits à venir, des heures à remplir avant que le sommeil ne vienne. Avec le temps, vous devrez développer des routines pour préserver votre santé mentale pendant l'isolement. Certains hommes taillent ou sculptent. D'autres tiennent un journal. D'autres encore s'asseyent simplement et réfléchissent, retournant les souvenirs comme des pierres précieuses. Pour l'instant, cependant, vous êtes content de simplement être, de sentir la chaleur du feu, d'écouter le doux crépitement du pain qui brûle. De savoir que vous avez créé ce sanctuaire par vos propres efforts et votre volonté. J'ai trouvé une lettre d'un homme de montagne à son frère de l'Est qui capture parfaitement ce sentiment, étrange à dire, Thomas, mais je ressens une satisfaction plus profonde dans cette cabane rudimentaire que j'ai construite de mes mains que dans n'importe quelle belle maison où je sois entré. Chaque bûche, chaque pierre de la cheminée, chaque planche du plancher représente mon propre travail, mes propres choix. Il y a une paix profonde dans cette connaissance, même au milieu des difficultés. La nuit s'approfondit dehors. Vous vérifiez le loquet de la porte, ajoutez du bois au feu et vous installez sur votre plateforme de couchage. Demain apportera de nouveaux défis, plus de chasse, plus de préparatifs pour l'hiver qui s'intensifie. Mais ce soir, vous reposez dans la certitude d'avoir accompli quelque chose de significatif. Vous avez transformé la nature brute en abri. Vous avez créé un espace qui se dresse entre vous et la mort. Vous vous êtes prouvé au moins que vous avez votre place dans ces montagnes. La lumière du feu danse sur les murs de bûches, projetant des ombres chaleureuses et mouvantes. Dehors, la température continue de chuter, les étoiles brillent, dures et éclatantes dans le ciel noir. À l'intérieur, vous êtes au chaud, abrité, vivant. Contrairement à votre lit confortable dans le monde moderne où la survie est acquise, ici chaque moment de confort est gagné par l'effort et la connaissance. Chaque nuit passée est une victoire. Chaque matin éveillé est un cadeau. Alors que le sommeil commence à vous envahir, vos pensées dérivent vers Cooper et Fitzgerald. Ils devraient avoir atteint leur propre cabane maintenant, peut-être assis près de leur feu, planifiant leur hiver. Au printemps, vos chemins pourraient se recroiser au rendez-vous ou peut-être en travaillant le même cours d'eau pour le castor. La vie d'homme de montagne est souvent solitaire, mais jamais complètement seul. Quelque part là-bas, d'autres comme vous luttent contre le froid, la faim et l'isolement. Cette connaissance apporte sa propre forme de réconfort. Votre respiration ralentit, s'approfondit. La cabane vous tient dans son étreinte rugueuse, solide et sûre. Le feu murmure dans l'âtre, un langage aussi ancien que l'humanité elle-même. Votre dernière pensée avant que le sommeil ne vous emporte complètement est simple mais profonde. J'ai construit ceci de mes mains.
J'ai construit cela. Et alors que vous dérivez dans les rêves, peut-être que vos pensées se mêlent à celles de la personne écoutant cette histoire, au chaud et confortable dans son propre lit, séparée des dures réalités de la vie montagnarde par des siècles de progrès. Peut-être ressent-elle elle aussi un souffle de connexion avec ces hommes courageux et désespérés qui ont façonné des abris à partir de la nature sauvage avec rien d'autre que de la détermination et des outils simples. Peut-être peut-elle aussi apprécier la profonde satisfaction de créer quelque chose qui soutient la vie, quelque chose qui se dresse entre l'humanité fragile et les forces indifférentes de la nature. Et peut-être, alors que le sommeil les enveloppe doucement, emporteront-ils une compréhension plus profonde de ce que signifiait construire un foyer dans la nature, bûche par bûche. Le feu brûle bas. La cabane tient bon contre la nuit. L'hiver s'installe autour d'elle, rude mais beau. Et à l'intérieur, un homme de montagne dort, prêt à affronter ce que demain apportera. Reposez-vous bien, sachant que l'esprit humain a toujours trouvé des moyens de créer chaleur et abri, même dans les circonstances les plus difficiles.